Ce soir, on a le plaisir de recevoir pour la deuxième fois M. Lucien Cerise. Il était venu l'an passé parler de son livre « Gouverné par le chaos ». Aujourd'hui, ça va être les neuropirates. Le thème abordé est à relier avec, bien sûr, la conférence sur « Gouverné par le chaos » et les différentes conférences qui ont eu lieu ici sur la désinformation et la manipulation. Et on peut dire que malheureusement aujourd'hui, c'est devenu une méthode de management, de gouvernement. Et c'est bien de venir à une conférence, d'écouter. Mais il faut savoir dans quel monde on vit et quelles sont les armes à prendre pour combattre. Car bien souvent, le manipulé est victime et complice. Et la société joue sur l'état de désagrégation du corps social. Et déjà au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, Marcel de Corte soulignait le drame de la dissociété. Conséquence ultime de la Révolution française, des idéaux individualistes, l'homme ne se situe plus dans une famille, dans une région, dans un pays, mais c'est un être interchangeable. Toutes les différences doivent disparaître, de religion, de couleur, de sexe. Et l'aboutissement logique de tout cela, c'est ce dont a parlé il y a quelque temps le père Boboc, le transhumanisme. Notre planète, dans quelques années, aura besoin éventuellement d'1 million de travailleurs, le reste des sous-hommes. Il faut être capable d'analyser lucidement la situation. Donc je pense que ce soir, vous aurez quelques arguments. Je vous invite après à poser des questions et de prendre le livre et de le lire. Et de relier ça avec d'autres thèmes qui ont été abordés ici. Je pense que j'en ai assez dit. À vous, cher ami. Merci. Donc, merci pour l'invitation, tout d'abord. Voilà, donc je viens de sortir aux éditions Contre-Culture un livre intitulé Neuropirates, sorti en février. Donc là, c'est un petit peu la tournée promotionnelle. C'est un ouvrage en fait qui est traversé par une problématique commune à toutes les parties, à tous les textes, qui est l'ingénierie sociale. Alors qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale? Le terme est apparu au XXe siècle, même si l'intuition peut remonter à plus loin, évidemment. Le terme apparaît au XXe siècle sous la plume d'auteurs anglophones qui inventent le terme de social engineering. Donc la traduction en français, ça donne ingénierie sociale. Ça apparaît pendant l'entre-deux-guerres, dans les années 20-30 à peu près. Les deux représentants les plus connus de la notion sont Édouard Bernays, qui est un des fondateurs de la propagande moderne, et Karl Popper, qui lui en 1945 commence à en parler dans son livre La société ouverte et ses ennemis. Karl Popper est la figure académique la plus connue en tant que représentant de cette méthodologie. L'ingénierie sociale, à proprement parler, n'a pas vraiment de contenu, c'est une méthodologie, c'est une manière de faire quelque chose, c'est une manière de produire le fait social. La conception, on pourrait dire classique, du fait social, c'est que ça arrive, les choses sont et elles se développent au fil de l'histoire. L'idée qu'il était possible de produire de façon volontariste le fait social est quand même assez récente.
On peut dire que ça s'est vraiment cristallisé au XVIIIe siècle, fin XVIIIe. Hein, bon, les révolutions n'ont rien de naturel, évidemment. Tout le monde le sait aujourd'hui, hein, il n'y a pas de révolution spontanée. Donc en fait, cette attitude volontariste de production accélérée, hein, de l'évolution sociale, on pourrait dire que voilà, elle a commencé à, je dirais, être vraiment présente chez les intellectuels au XVIIIe siècle. Il a fallu encore quelques décennies pour que ce soit vraiment comment dire, conceptualisé de façon précise et jusqu'à ce que le terme d'ingénierie sociale lui-même apparaisse. Aujourd'hui, bon, par exemple, donc, dans le champ russophone, on parle de technologie politique, plus que d'ingénierie sociale. Bon, voilà, en réalité, c'est la même chose. Les Femen, par exemple, hein, ou le Euromaidan, sont des technologies politiques. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui sont conçus en laboratoire, et qui, en fait, ont pour fonction de produire des effets de manière parfaitement contrôlée, téléguidée, et avec une rigueur scientifique qui ne doit rien au hasard. Donc, il y a eu quand même deux couches, hein, de travail sur la notion. Donc celle dont je parlais là, à peu près au milieu entre les deux guerres mondiales, qui réfléchit donc à la production du fait social, et plus récemment, donc il y a une deuxième génération, hein, de gens qui ont travaillé sur la notion et qui viennent du piratage informatique. C'est notamment le plus connu, s'appelle Kevin Mitnick. Donc bon, il a causé quelques ennuis au Pentagone, à la CIA. Puis ensuite, évidemment, il a été acheté par le Pentagone et la CIA. Voilà, voilà, bon, quand on a 20 ans, on est un petit peu turbulent, et puis bon, après, voilà, quoi, faut payer son crédit, etc. Bref, mais bon, entre les deux, il y a eu quelques soucis judiciaires, hein, et bon, il a eu le temps d'écrire un livre, et puis donc d'introduire une notion importante dans le concept d'ingénierie sociale, c'est la furtivité. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce qu'on entend par furtivité? En fait, c'est pas véritablement l'invisibilité. Bon, si je parle d'invisibilité, bon, tout le monde comprend tout de suite. En réalité, on n'est jamais invisible. En revanche, on peut être furtif. Être furtif, c'est ne pas attirer l'attention sur soi. Donc, c'est différent, hein. C'est-à-dire que bon, on sort d'une fantasmatique un petit peu, comment dire, irréalisable, quoi. De toute façon, on est toujours vu. Mais l'idée, c'est de mettre en place un rapport à la perception qui brouille la perception la perception d'autrui. C'est d'introduire du brouillage, de sorte à ce que nous devenions presque invisibles, en quelque sorte, sans être invisibles. Donc le concept que les pirates informatiques ont introduit, c'est le phishing en anglais, c'est-à-dire l'hameçonnage. L'hameçonnage, ça consiste à usurper l'identité de quelqu'un. Et donc aussi à lui faire, en quelque sorte, à lui mettre devant le nez une carotte pour le faire avancer. Donc là, on n'est plus dans un rapport naturel, hein, de communication entre deux identités. On est donc déjà dans le travail d'une forme, d'une morphologie, et qui, en quelque sorte, artificialise d'emblée le rapport à autrui. On baigne là-dedans. Vous l'aurez remarqué. Hein, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, en politique, en fait, bon, la gauche c'est la droite c'est la gauche. Comment dire, tout est transformé. Il n'y a plus, on ne peut, quand on est face à quelqu'un qui représente une tendance, un mouvement ou comment dire, une identité, a-t-on affaire à l'identité réelle ou à une identité simulée? Ça, c'est la question que souvent les identitaires ne posent pas, hein, parce que la question identitaire est légitime, mais il y a un angle mort de la réflexion chez les identitaires, c'est ça, c'est l'usurpation d'identité. Et il se trouve que les techniques d'usurpation d'identité appliquées dans le piratage informatique sont transférées
à l'ensemble de la pratique, enfin comment dire ça, de la pratique politique. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus donc dans un fait social ou dans un fait identitaire naturel. C'est terminé. Il y a eu beaucoup trop de travail, hein, de mélange, de greffe, d'hybridation, pour aujourd'hui considérer que nous sommes dans des relations, on pourrait dire, naturelles, entre individus ou entre groupes. C'est frustrant, mais bon, malgré tout, je veux dire, on peut essayer effectivement de renaturaliser les relations, mais je veux dire, nous sommes dans un environnement artificialisé, globalement artificialisé, qui est effectivement tout à fait pathogène. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour savoir qui on est et pour avoir des relations avec des gens dont nous savons qui ils sont. Mais bon, c'est... Voilà, donc en fait, là je pense essentiellement à tout le discours politique, hein. Tout est à double sens aujourd'hui, et tout vise à produire un effet contraire à ce qui est affiché officiellement. Et c'est le principe de l'hameçonnage, c'est-à-dire l'usurpation d'identité. C'est-à-dire que le discours politique usurpe toujours l'identité, par exemple, des droits de l'homme ou de je ne sais quelle cause, hein, morale. Au nom d'une cause morale, en fait, on fait progresser quelque chose de parfaitement amoral. Tout est comme ça aujourd'hui. Donc il faut pas perdre ça de vue, sinon on est perdu. Et on prend les choses pour argent comptant. On croit que finalement les apparences ne trompent pas. Donc il y a de multiples exemples, hein. Par exemple, évidemment les révolutions colorées, qui sont en fait des putschs organisés à l'étranger, etc., etc. Donc tout est faux. Ça revient en fait à dire ça. Tout est faux aujourd'hui. C'est un peu l'ère du simulacre, hein, au sens de Baudrillard. Quand je dis tout est faux, on se comprend. Là, cette table est bien réelle, hein, évidemment. Mais je veux dire, au niveau de la vision générale des choses, on est dans l'hameçonnage généralisé. Il suffit d'aller en ce moment à République, hein, Nuit debout. Bon, là, on a le sommet du capitalisme qui se fait passer pour le sommet de l'anticapitalisme. Et c'est exactement ça, le sommet de tout ce qui est LGBT, etc., qui est discuté à Nuit debout. En réalité, bon, qui soutient le LGBT au niveau mondial, hein, c'est tout le capitalisme industriel et financier. Voilà. Donc, donc cette structure, cet environnement entièrement falsifié, hein, au niveau des idées politiques, sert à produire des effets de déconstruction identitaire, psychologique, sociologique. Et donc là, je rajoute ma contribution personnelle à l'histoire de l'ingénierie sociale, c'est le conflit triangulé. Donc après l'hameçonnage, bon ça c'est pas moi qui l'ai inventé, donc j'ai inventé, enfin j'ai pas inventé parce qu'en fait là c'est pareil, hein, le diviser pour régner c'est vieux comme le monde, mais bon je rassemble toutes ces intuitions, hein, autour du diviser pour régner dans un concept qui s'appelle le conflit triangulé, bon, qui n'est pas non plus très neuf, hein, je veux dire tout le monde le comprend là en claquant dans les doigts. Donc, donc là, le travail que je fais sur cette méthodologie, aujourd'hui, donc j'en suis là, donc au moyen donc d'une usurpation d'identité, j'abuse de la confiance d'autrui pour provoquer dans cette personne ou entre cette personne et d'autres personnes des effets de conflit triangulé. Comment parvient-on à cela? Là, il faut s'intéresser à l'analyse transactionnelle, qui est une discipline, une sous-discipline du management ou de la psychologie de la dynamique des groupes. Donc, il y a une figure de l'analyse transactionnelle qui s'appelle le triangle de Karpman, et qui dit que les relations humaines obéissent à 3 places. Donc le bourreau, le sauveur, la victime. Alors, je combine cette notion, hein, et je l'intègre dans ma méthodologie.
Et j'en arrive à cette conclusion que l'hameçonnage consiste à usurper l'identité de la victime ou du sauveur pour abuser de la confiance d'un sujet social que je vais décrire comme bourreau pour d'autres sujets sociaux. Bon, intuitivement, vous voyez où je veux en venir. Enfin, tout ça, bon, c'est ça, voilà. Il faut réussir à décrire toute cette mécanique, toute cette géométrie relationnelle, et pour comprendre à quel point elle est utilisée de manière parfaitement mécanique. C'est toujours la même mécanique, les mêmes automatismes qui sont appliqués. Donc je répète, un sujet se présente comme sauveur ou victime et décrit d'autres sujets comme bourreaux mutuels pour trianguler un conflit entre ces sujets dont il a pris finalement le contrôle, c'est-à-dire dont il a piraté l'esprit. À partir du moment où j'obtiens votre confiance, parce que je suis une victime ou un sauveur, si je suis dans votre représentation des choses une victime ou un sauveur, vous me faites confiance, forcément. Dès lors que j'obtiens votre confiance, donc que j'abuse de votre confiance en réalité, en usurpant la place de la victime ou du sauveur, je peux commencer à faire monter la méfiance entre vous. C'est-à-dire que vous allez vous percevoir comme des bourreaux mutuels. Donc tout le travail de l'ingénierie sociale consiste aujourd'hui à faire monter la méfiance jusqu'au conflit physique, si possible. Voilà. Une illustration très claire, bon, par exemple, aujourd'hui, l'OTAN, l'organisation du traité Atlantique Nord, occupe la place du sauveur, décrit la Russie comme le bourreau, et l'Ukraine et bientôt l'Europe comme la victime. Donc là, on a le triangle de Karpman mis en application, donc dans une structure d'abus de confiance, d'usurpation d'identité, d'abus de confiance et de triangulation du conflit. Donc ça, je vous ai résumé les. Je pense que j'ai réussi à être clair, à mon avis. Enfin, j'espère. Dites-moi s'il y a une zone d'ombre. Donc ça, c'est appliqué de façon, je dirais, fractale, quoi. Enfin, je veux dire, à toutes les échelles de la vie sociale. Et nous ne pouvons pas déroger à cela. C'est-à-dire que nous sommes tenus de faire confiance à certains sujets sociaux. Et nous sommes aussi tenus de nous méfier d'autres sujets sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons pas le droit, par exemple, de nous méfier de certaines personnes. Nous sommes, si nous éprouvons de la méfiance vis-à-vis de tel ou tel groupe social, ça peut être pénalisé aujourd'hui. De la même façon, nous sommes tenus de faire confiance aussi à certains sujets sociaux. Par exemple, nous sommes tenus d'accorder notre confiance d'emblée aux homosexuels. Si on n'accorde pas notre confiance en bloc aux homosexuels, on est homophobe. L'homosexualité, on s'en fout fondamentalement. Il y a des homosexuels normaux, des homosexuels qui manigancent, etc. Mais aujourd'hui, si nous n'accordons pas notre confiance en bloc aux homosexuels, nous pouvons être pénalisés. Bon, c'est un exemple. Ça peut être dupliqué, ça peut être reproduit avec un banquier. Alors oui et non, parce que là le banquier, malgré tout, il a une mauvaise image. Et il a une mauvaise image et donc en fait ça peut être, par exemple là à République, se méfier des banquiers, c'est quand même bien vu. Sauf si les homosexuels. Ah voilà, bah, évidemment, voilà. Cela, ce sera de l'homophobie. Ou sauf si c'est une femme. Cela, ce sera du sexisme. Enfin bon, voilà, bah, bref. Mais bon, ça marche moins bien avec les femmes, parce que c'est quand même 50% de la population. Donc en fait, bon, le stratagème est moins facile à mettre en place. En fait, ça tombe dans le ridicule beaucoup plus vite, quoi. Donc ça marche moins bien. Mais voilà, donc dès qu'on a affaire à des minorités, bon bah là, boum, le pouvoir se jette dessus. Et là, bon, donc à République, il ne parle plus que de ça. C'est les minorités, les minorités, les minorités.
Donc là, on voit bien qu'on est véritablement dans une pratique donc de cette ingénierie sociale. Bon, le remplacement de la question socio-économique par la question des minorités, ça a été théorisé par Terra Nova, qui est un think tank, donc un laboratoire de réflexion du Parti Socialiste, et qui a, je crois, qu'avait pu... Enfin, je sais plus il y a combien de temps, 5-6... Non, c'était avant les dernières présidentielles, mais bon, ils ont carrément publié une plaquette, ou un article, où ils disaient, bon, voilà, en gros, les pauvres ne votent plus à gauche, bah, il va falloir se rabattre sur les minorités, il n'y a plus que ça, quoi. Et là, on est en plein dedans aujourd'hui. Emmanuel Ferrand. Pardon ? Emmanuel Ferrand. Que je ne connais pas. Théoricien. Ouais. Oui, oui, de Terra Nova, d'accord. Non, je n'ai pas le nom en tête. Voilà, donc je suis tombé un petit peu dans tout ça en 2005, et puis là, ça fait donc une dizaine d'années que je travaille ces questions. Donc j'essaye en fait de faire un petit peu d'essaimer quoi, de faire comprendre aux gens dans quel monde on vit. Donc nous ne vivons plus donc dans un monde naturel, on vit dans un monde où nos processus mentaux sont pris en charge, c'est-à-dire piratés, littéralement, et réécrits. Donc et c'est ce qui vaut, ça vaut aussi, par exemple, donc dans la perspective donc de production donc de conflits donc triangulés, c'est-à-dire de production de tensions. Après, on peut aller voir du côté de la stratégie de la tension, les attentats terroristes, l'OTAN, etc., le Gladio, évidemment, qui aussi joue beaucoup sur cette façon en quelque sorte de créer, de produire de la greffe identitaire. Un exemple concret, en 2009, Hillary Clinton fait une déclaration au Congrès et elle dit, littéralement, on peut retrouver la citation, nous avons importé la branche wahhabite de l'islam en Afghanistan. Et donc ça a donné les talibans. C'est-à-dire qu'en fait là, les Américains, enfin les services secrets, évidemment, je pense pas, la population en elle-même est innocente de tout cela, mais les services secrets ont fabriqué une nouvelle forme d'islam, en greffant le wahhabisme et l'islam afghan, qui était très loin de l'islam wahhabite. Quand on gratte un petit peu, quand on cherche des sources là-dessus, on se rend compte que tous les services secrets travaillent comme ça en fait, et travaillent à fabriquer des nouvelles identités de synthèse de manière totalement artificielle pour donc les utiliser à des fins stratégiques. On peut avoir aussi la réécriture, non pas des greffes, mais par exemple des coupures, comment on appelle ça, pareil, si on dans une métaphore comment dire ça, jardinière, en fait des retraits, des ablations, voilà, ou de la chirurgie. Les événements, l'Euromaïdan, donc a été provoqué par un panel d'organisations politiques qui vont de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, y compris l'extrême droite néo-nazie. Mais depuis, cette identité issue des réseaux de Stepan Bandera, et donc qui ont commencé à se constituer dans les années 30, 40, 50 en Ukraine, et qui étaient déjà sous surveillance des services secrets anglo-saxons, là, depuis l'Euromaïdan, ça a été réécrit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu adaptation du logiciel néo-nazi à la mondialisation. Et donc ils ont retiré, par exemple, l'antisémitisme et le racisme. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir une apparence plus présentable et plus, plus facile à médiatiser. Et ça s'est fait en l'espace de 2 ans, quoi. C'est-à-dire que là où on trouve, par exemple, des accusations d'antisémitisme concernant Svoboda ou Pravi Sector, ensuite, en fait, en l'espace de quelques mois, tout ça a été parfaitement nettoyé et l'image a été retravaillée. On appelle ça aussi du relooking.
On est toujours dans les technologies politiques, hein, c'est-à-dire en fait dans l'usurpation d'identité. Bon là, c'est au-delà même de l'usurpation d'identité, là on est dans la fabrication d'identités de synthèse. Pour utiliser en fait une masse énergétique, hein, qui est celle donc des hooligans et des skinheads qui ont envie de se battre. Et puis c'est tout. En réalité, bon, leurs idées finalement n'ont aucune espèce d'importance. Et en fait, c'est comme ça depuis toujours. Je veux dire, concernant comment dire ça, tous ces milieux d'extrême droite, qui peuvent être, qui sont assez malléables en réalité. Enfin, ça n'a pas l'air, mais finalement, quand on regarde bien, bon, il n'y a pas de. Les individus s'adaptent à leur nouveau patron. Récemment, on a vu Otto Skorzeny, des informations sur un ancien SS de haut niveau, bon, qui finalement travaillait très bien avec les Israéliens après la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Donc là, bon, en même temps, c'est aussi une tendance naturelle, on pourrait dire, de l'esprit humain, c'est d'évoluer à travers le temps et finalement, bon, de se trahir soi-même ou d'évoluer, parfois de changer complètement de point de vue ou d'orientation idéologique. Ou tout simplement, c'est du pragmatisme. Voilà. Bon, finalement, je ne suis pas en position de force, donc, mon patron d'aujourd'hui, c'est mon ennemi d'hier. Mais bon, donc là, effectivement, il y a aussi des formes, une évolution naturelle des choses, hein, qui peut arriver à des formes de trahison ou de transformation totale. Mais bon, l'ingénierie sociale, c'est la transformation accélérée et furtive. C'est-à-dire que ce que vous allez transformer ne le sait pas. Enfin, on n'en est pas vraiment conscient. Ou alors c'est vraiment de manière subliminale, c'est semi-conscient. Bon, moi j'examine la situation ukrainienne attentivement depuis fin 2013. Quand j'ai vu Svoboda participer à des manifestations pour rentrer dans l'UE, je me suis dit, là il y a un problème. Là, il y a un gros malentendu. Et quand j'ai vu que manifestement ce parti insistait, hein, là j'ai compris que ce parti n'avait strictement rien de nationaliste et que c'était une création. Alors peut-être pas dès l'origine, hein, des services secrets américains, mais en tout cas que ça avait été effectivement retravaillé et noyauté et donc piraté. Hein, le piratage étant donc l'infiltration cognitive, en l'occurrence, d'un logiciel politique, identitaire, etc. Le terme d'infiltration cognitive vient de Cass Sunstein, qui est en fait un conseiller de Barack Obama, qui est marié à Samantha Power, qui est la représentante de la Maison Blanche à l'ONU, si je me souviens bien, et qui est très en pointe sur la question des droits LGBT. Et le cas Sunstein, lui aussi, est très en pointe sur la question de l'antispécisme. On voit les nébuleuses, hein, tous les réseaux idéologiques, tout ça est assez cohérent. Je fais un aparté, l'antispécisme, est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Alors bon, c'est à la mode depuis quelques années, bon, c'est sorti avec l'affaire Clément Méric, qui était donc antispéciste et vegan ou véganiste. Donc c'est la dernière mode à l'ultra-gauche, c'est le refus de distinguer les espèces animales. Donc bon, en fait, en gros... Comment? J'entends pas. Hein. L214. Je sais pas ce que c'est. C'est des véganismes qui font des émissions sur les abattoirs, justement. Ah oui, d'accord. De manger de la viande. Ouais. Bon, on voit une patte de cheval avec la main d'un homme. Ouais, d'accord. On est de la même espèce. Oui. Enfin, bon, je connais pas tout, le détail de des organisations. Alors, je regarde ça depuis quelques années se mettre en place, monter en puissance. En fait, bon, c'est ni plus ni moins que de l'antiracisme, mais à l'étage supérieur, quoi. En fait, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est vraiment de péjorer, de blâmer le fait de se distinguer en tant qu'humain des autres espèces vivantes. Et donc, bon, là, on voit tout de suite vers quoi on va. Enfin, cette espèce de soupe quantique, hein, cette indistinction généralisée. Et évidemment, bon,
donc l'antispécisme s'appuie sur des cas de maltraitance des animaux, évidemment. Mais bon, ça va au-delà de ça en réalité. De la même manière que l'antiracisme s'appuie aussi sur des cas de racisme avéré. Mais l'antiracisme en réalité va au-delà de ça. C'est-à-dire que je parlais d'usurpation d'identité, ça peut être l'usurpation de certaines causes. Évidemment que le racisme c'est pas bien. Mais l'antiracisme, c'est pas lutter contre le racisme. C'est pervers en réalité. C'est-à-dire que ça utilise la critique du racisme en fait pour introduire tout simplement une abolition de toutes les différences ethniques. Donc en fait, en réalité, ce qui se cache derrière l'antiracisme, ce n'est pas la lutte justifiée contre le racisme, c'est la lutte contre toute forme de différence. Et l'antispécisme procède de la même façon. Au prétexte de lutter contre la maltraitance animale, on refuse de distinguer les humains et les animaux. Voilà, donc et donc là, on est dans un cas d'hameçonnage typique. Au prétexte de quelque chose, on fait avancer autre chose. Idem avec le féminisme. Au prétexte de défendre les femmes, en réalité, on culpabilise les hommes. Et en fait, le mécanisme est là aussi d'une rigueur mathématique, c'est-à-dire que ça procède toujours par culpabilisation. Au prétexte, et on appelle ça la discrimination positive. Voilà. C'est-à-dire qu'au prétexte de faire acte de réparation de telle ou telle discrimination, on va favoriser telle catégorie de la population au détriment d'une autre. Et donc, en fait, on rétablit un régime de privilèges, ni plus ni moins. Et là, en l'occurrence, ce sont les minorités qui jouissent ça, c'est la géométrie variable en plus, tout ça. Mais disons qu'en théorie, les minorités doivent jouir de privilèges et pour faire acte de réparation des souffrances que la majorité leur a infligées depuis la nuit des temps. C'est toujours comme ça que c'est le même mécanisme. Et donc l'antispécisme procède de cette façon-là, d'où des lois spécifiques, des lois qui sont passées en janvier 2015 en France, alors que l'animal était protégé déjà par le code rural et je crois le code pénal de toute façon. Mais donc l'agenda antispéciste a réussi à faire passer de nouvelles lois pour accorder des droits aux animaux comparables finalement aux humains, c'est-à-dire en fait qui leur accordent pratiquement une personnalité civile. Qu'ils ne peuvent évidemment pas harmoniser pour le code civil, pour harmoniser avec le code rural et alors harmoniser, ça c'est une manière de présenter les choses qui, en fait oui, alors non mais c'est comme ça que ça va être présenté, c'est harmonisé, mais en fait le problème c'est que ces droits accordés aux animaux ne pourront pas être exercés. Donc en fait on est dans une fiction juridique, ni plus ni moins, puisque pour exercer les droits d'une personne, d'une personnalité morale, il faut avoir accès au langage. C'est le minimum, au moins comprendre les textes de loi, comprendre qui je suis en tant que personnalité morale. Bon, c'est pas le cas des animaux, donc ils étaient protégés en tant que sujets sensibles, mais voilà, et là on voit bien qu'on est, à partir du moment où on entre dans la fiction juridique, on sort simplement de la cause morale noble pour entrer dans, en fait, l'ingénierie sociale, quoi. Là, le but, c'est de nous faire comprendre à nous autres, Homo sapiens sapiens, que nous ne sommes pas différents du plancton marin. Mais c'est ça, à la fin. Et à la fin, c'est pour nous faire accepter l'idée que nous pouvons finalement être traités comme du plancton marin. À la fin, c'est ça. Et donc, donc là, maintenant, je passe au transhumanisme. L'antispécisme est un volet du transhumanisme. Et donc, au-delà même de l'antispécisme, il y a maintenant une tendance qui se développe, c'est le droit des robots. Et donc, en fait, ça consiste à accorder des droits aux machines. C'est pas le droit, c'est pas un travail sur le droit des propriétaires de robots. Non, c'est un travail qui consiste à accorder des droits aux robots en tant que personne morale. Donc avec une identité civile aussi.
Donc là, bon, aujourd'hui, c'est très à la mode, hein, les robots, etc. Enfin, ils vont nous remplacer, patati patata. D'ailleurs, bon, je pense qu'en fait, le grand remplacement, il se situe vraiment à ce niveau-là. En fait, hein, c'est-à-dire les autres remplacements identitaires à caractère ethnique ou culturel sont en fait des étapes vers en fait le grand remplacement au carré, qui sera celui en fait du vivant par la machine. Donc aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire qu'il y a des avocats hein, sur la place de Paris, j'ai les noms, enfin, peu importe, mais qui travaillent sur la possibilité d'accorder, et puis sur la généralisation surtout, parce que bon, la possibilité, en réalité, la possibilité elle est là à chaque instant. Non, mais sur le fait de faire entrer dans les mœurs et dans la jurisprudence, le fait de normaliser, de banaliser l'idée que les machines auraient des droits comparables à des êtres vivants. Et donc, ça aboutirait à des situations surréalistes. Hein. C'est que, en gros, détruire un robot, vous enverrez en prison, non pas pour dégradation du bien d'autrui, mais pour attentat, enfin pour crime, en fait, sur la personne du robot. C'est vers ça que veulent aller certains avocats. Au moyen d'un artifice rhétorique qui est particulièrement, qui est astucieux, mais qui ne l'est pas tant que ça finalement, parce que bon, on peut le démonter très rapidement. C'est sur le site donc Legavox de Anthony Bem, donc un des avocats qui travaille là-dessus, et qui dit après tout, puisque on accorde des droits à des personnes, puisque par exemple une entreprise peut avoir un statut de personne morale, là on n'est déjà plus dans l'humain. Puisque on n'est pas dans l'individu. Certes, ok, d'accord, mais bon, c'est très spécieux, puisque certes, on n'est pas dans un individu, mais on est dans un collectif d'individus. Donc on reste quand même en contact avec, je dirais, du cogito, quoi, c'est-à-dire du sujet social, du sujet vivant. Donc, en s'appuyant sur ce raisonnement spécieux, donc des avocats, en tirent la conclusion qu'on peut aller encore un peu plus loin et donc accorder des droits à des machines. Donc Ce sera un roboticide en quelque sorte. Oui, c'est ça, oui. De l'homicide, on passe au roboticide. C'est ça, voilà, et je pense que, oui, et puis il y aura des associations SOS Robots Battus, etc. Et Robocop dans tout ça. Ni homme, ni machine. Alors ce genre de créature hybride, malgré tout, penche plus vers l'homme que la machine. Ouais. Parce que bon, la base neuronale, en fait, est humaine, quoi. Je veux dire, oui, voilà. Ouais. En fait, c'est un humain... augmenté. C'est Steve Austin, mais puissant. Augmenté ou je sais pas, parce que le Robocop, il n'y a plus grand chose, hein, il n'y a plus que la tête en fait, hein. Si je me souviens bien dans le film, la tête et puis je sais pas quoi, les poumons et le cœur, hein, quelque chose comme ça. Mais là on est quand même plus dans, un hybride, mais finalement c'est de l'humain à prothèse. Je veux dire, c'est pratiquement, il n'y a plus que, ce n'est plus qu'une prothèse avec juste un cerveau, quoi. Et donc voilà. Donc là, bon, que dire de plus? Donc là, bon, j'en suis là au niveau de mes travaux, de mes recherches, tout ça. Maintenant, je peux vous décrire un petit peu le bouquin. Je vais passer en revue un peu les chapitres pour vous donner envie de l'acheter. J'en ai quelques-uns dans mon sac, hein, si vous voulez, après. Mais sinon, vous pouvez le commander directement à la maison d'édition. Ou alors vous le trouvez aussi en librairie, par exemple la librairie Facta, de Feu Manuel Ratier. Donc le texte, alors j'ai écrit, c'est un recueil de textes, hein, que j'ai fait entre 2012 et 2015 et que j'ai réécrit. Alors parfois c'était donc des textes que j'ai mis en revue papier, qu'ensuite j'ai réécrit pour les mettre en ligne, et puis que j'ai réécrit une troisième fois pour l'édition du livre, ou parfois c'était directement sur internet, mais bon, je les avais testés en conférence avant, etc. Donc en fait c'est des textes que j'ai écrits sur plusieurs années, et puis que j'ai tous repris pour les mettre à jour, les revoir, les augmenter pour l'édition de ce livre. J'ai rajouté une préface qui est là pour le totalement original, et puis un article inédit. Et donc
les titres, alors pour essayer de vous allécher, je vais vous donner les titres. Et puis je vais faire un petit commentaire à chaque fois. Et puis bon, bah, après, j'arrêterai de parler. Alors, attendez, il faut que je retrouve la table des matières. Voilà, donc, la première partie, donc, c'est une partie vraiment un peu technique, entre guillemets, sur l'ingénierie sociale spécifiquement. Donc j'ai reproduit donc le texte de la conférence que j'avais faite avec Paolo Cioni, qui est donc un chercheur italien en sciences cognitives, et qui a écrit avec Marco Della Luna un livre intitulé Neuroesclave. Donc bon, le titre Neuropirate, hein, c'est un hommage un peu en miroir. Hein. Et donc on avait fait une conférence commune. Voilà, donc et là je rappelle comment fonctionne le cerveau, hein, de façon hiérarchique, discriminée, et j'oublie le troisième. Enfin bon, il y a trois modes de fonctionnement trois constantes dans le fonctionnement du cerveau. Et bon, je montre que notamment la théorie du genre attaque directement ces trois constantes. Ensuite, bon, un article aussi un peu pédagogique que j'ai essayé de faire un peu de manière un petit peu pédagogique pour introduire l'ingénierie sociale. Ensuite, un article sur le mind control, qui est une variante et qui procède essentiellement par les chocs. Le but, c'est appliqué beaucoup par exemple dans les forces spéciales américaines, mais pas seulement, je pense dans d'autres aussi, mais c'est connu chez les Américains, c'est-à-dire en fait on traumatise, on provoque des chocs pour ensuite donc déconstruire le psychisme, faire en sorte que les individus soient capables de dire une chose et son contraire dans la même phrase. Enfin, il faut que en fait l'individu finalement que le psychisme de l'individu soit morcelé, qu'il soit fonctionnel, mais qu'il puisse en quelque sorte, qu'il soit aussi totalement plastique, hein, flexible. C'est un peu ce qu'il y a dans 1984, hein, c'est-à-dire il faut être capable de considérer que le chef a toujours raison. Voilà. Quoi que dise le chef, il a toujours raison. Même si le chef dit qu'il a tort, eh bien, donc le chef a raison de dire qu'il a tort. Voilà. Mais en fait, le but du mind control, c'est de réussir à normaliser la transgression des principes logiques les plus élémentaires. Voilà. C'est ça en fait le but, de manière à pouvoir programmer des comportements suicidaires, à volonté, quoi. Voilà. Ensuite, donc, un article sur le transhumanisme, hein, où j'essaie d'introduire un peu à ça. Un article donc, que j'ai intitulé « Ingénierie sociale du conflit identitaire », pour travailler spécifiquement sur les conflits triangulés dans leur dimension vraiment identitaire. Ensuite, un article, l'effondrement contrôlé des sociétés hyper complexes. Parce que, il y a un livre très célèbre là, de Joseph Tainter, c'est l'effondrement des sociétés complexes. Alors, j'ai un peu parodié le titre de Tainter, parce que lui considère que l'effondrement des sociétés complexes est naturel aussi. Au-delà d'un certain seuil de complexité, les sociétés s'effondrent, pour résumer. Alors là, bon, je m'inspire de ça, mais je montre que cet effondrement peut être parfaitement piloté, hein, c'est de la démolition contrôlée. Et que pour provoquer cette démolition contrôlée des sociétés, la voie royale, en quelque sorte, c'est de faire monter la complexité le plus possible. Et nous y sommes, hein. On est aujourd'hui dans l'hypercomplexité. Ensuite, un article donc, qui est une présentation de la Société de l'indécence, qui est donc un ouvrage que j'ai fait rééditer au Retour aux sources, dont l'auteur est Stuart Ewen, qui est un représentant du situationnisme aux États-Unis, pour dire ça comme ça, pour le situer, sans jeu de mots, quoi. Bon, c'est un ouvrage qui date de 1975 aux États-Unis, qui est un classique, hein, qui a été édité une seule fois en France, qui n'a jamais été réédité, qui a été, je crois, réédité en 81 en France, si je me souviens bien, et ensuite il est épuisé chez l'éditeur depuis, enfin il était épuisé jusqu'il y a 2 ans, quoi, en fait. Donc là on a acheté les droits et on l'a réédité, puis j'ai rajouté une préface. Bon là c'est un article un peu promotionnel, mais qui est un peu spéculatif quand même. Ensuite, dans une deuxième partie, donc j'ai reproduit des entretiens que j'ai fait dans divers médias, enfin dans des petites revues, hein, donc je ne suis pas non plus interviewé par Le Figaro. Donc Gouverné par le chaos, donc là j'avais fait le livre que j'ai fait en 2010, réédité en 2014, c'était un peu inspiré par l'affaire de Tarnac,
qui m'a servi un peu de fil conducteur. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Julien Coupat et de ses amis là dans le centre de la France. Bon, moi quand bon, il se trouve que à une époque je fréquentais un peu les réseaux un peu gauchistes. Hein. Il y a des gens que j'ai plus ou moins croisés dans des soirées qui se trouvaient dans ce groupe-là. Et donc il se trouve que en fait, en 2008, là, quand ça s'est déclenché, j'ai tout de suite, je me suis dit, en fait, ça va nous tomber dessus. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire tout ce que Alain Bauer, un grand maître du Grand Orient, là, tout ça, toutes les techniques de criminologie actuarielle que Bauer essaye de normaliser en France, et qu'il a donc essayé de justifier par l'affaire de Tarnac, vont nous être appliquées à nous tous. Et bon, je ne me suis pas trompé, suite aux attentats de l'an dernier, bon, c'est en cours. C'est-à-dire, en fait, bon, c'est fondé sur la détection des signes précoces, sur la pénalisation ou la criminalisation avant de commettre l'acte. Bon, vous avez tous entendu parler de Philippe Cadic, Minority Report, et tout ça. Donc tout ça est en train de passer dans le réel. C'est plus de la science-fiction. C'est-à-dire le fait de pouvoir enfermer quelqu'un avant qu'il commette l'acte délictueux. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Au prétexte de lutter contre la menace terroriste. Voilà. Qui est tellement menaçante que la mairie de Paris laisse la place de la République être occupée nuit et jour depuis plusieurs semaines. Bon, comme quoi peut-être que la menace terroriste n'est pas si menaçante que ça. Ou alors c'est très localisé, c'est juste telle rue ou je sais pas. Enfin bon, bref. Donc dans ça, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la pseudo-menace terroriste. Disons les choses comme elles sont. Ensuite, alors j'avais fait un entretien sur Novopresse, donc le site là, identitaire, donc la patrie, que j'avais intitulé La patrie est en danger, toutes les patries sont en danger. Ensuite, un entretien sur le site royaliste Vue de France. Ensuite, un entretien à Rivarol, La guerre des monnaies, sur le livre La guerre des monnaies. Donc ça, c'est un livre que j'ai fait publier aussi au Retour aux sources, écrit par un auteur chinois. Et il a écrit ça en 2007, parce qu'il était aux premières loges, parce qu'il travaillait aux États-Unis à l'époque, et donc il a été témoin de la crise des subprimes, qui a donné ensuite la crise Lehman Brothers en 2008. Et donc, en gros, il a écrit ce livre et les 4 suivants, puisqu'il y a 5 tomes, et on va publier le 2e tome cette année. Donc, suivez l'actualité des éditions Le Retour aux sources. Le tome 2 de Hong Bing-Song sort cette année. Donc, cet auteur, qui s'appelle Hong Bing-Song, s'est lancé donc dans une mission, c'est d'avertir les dirigeants de son pays de ce qui risquait d'arriver à la Chine. Si la Chine ne se protégeait pas de la finance occidentale. Voilà. Ensuite, un entretien dans Éléments. Ensuite, un entretien juste sur Internet, comme ça, sur un site. Ensuite, alors j'avais fait un entretien aussi sur à la suite de la première Implant Party. Parce que l'an dernier a eu lieu, le puçage du bétail humain a été lancé en France l'an dernier, officiellement. Il y a eu donc en juin 2015 une Implant Party, c'est-à-dire une soirée puçage. Et c'était à l'occasion, je ne sais plus quoi, d'un festival de réalité virtuelle ou d'informatique. Bref, donc des gens, donc il y avait un conférencier qui travaille pour Google, si je me souviens bien, et qui est venu donc présenter la puce RFID comme la solution à tous nos problèmes. Quand on perd notre clé, heureusement j'ai ma puce dans la main et je vais pouvoir ouvrir ma porte en near field communication, c'est-à-dire en communication de courte distance. Et donc c'était en fait une soirée commerciale essentiellement pour présenter le produit. Mais bon, évidemment, ce n'est pas qu'un produit commercial. Vous vous doutez bien que des implications que ça a sur le plan social, politique, existentiel. Là, le puçage est lancé de toute façon. Je ne sais pas comment on va y échapper, mais il va falloir y échapper. Donc une 3e partie avec des articles. Pardon ? Ce serait pour quand? C'est en cours là. Oui, ça se mettra en route définitivement. C'est déjà commencé. C'est de l'an dernier. Parce qu'il y a eu une soirée en fait pour lancer ça officiellement. La généralisation, vous la verriez pour dans 3-4 ans?
On est déjà dedans, hein. C'est déjà en train de se faire. Hein. On peut nommer aussi le club méditerranéen. Ouais. Alors je termine rapidement là et puis après on discute. Donc ensuite une troisième partie de géopolitique, donc avec un article gouverner l'Europe par le chaos. Ensuite gouverner le Moyen-Orient par le chaos. Ensuite les transformations silencieuses contre la gouvernance par le chaos. Bon là je m'inspire un peu d'Alexandre Douguin, hein, le fameux géopolitologue russe. Ensuite, un article donc, pour un discours de la méthode souverainiste, où j'essaye de définir une méthodologie, hein, enfin un petit peu cartésienne entre guillemets, quoi, mais quelque chose d'un peu scientifique, d'un peu carré, pour comment dire, essayer je sais pas comment dire ça en fait, enfin de pas être uniquement dans le contenu, mais d'être aussi dans la forme. Sur les questions de politique. C'est-à-dire en fait faire un peu du management politique, hein, parce que finalement c'est ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est pas de blablater pendant des heures sur la droite, la gauche, je sais pas quoi, non, c'est de prendre le pouvoir. C'est ça qui m'intéresse. C'est de prendre le pouvoir, parce que je sais que j'ai raison, voilà. Après, à la marge, je peux me planter, évidemment, il ne faut pas être non plus... Mais sur le fond, je sais que j'ai raison, donc j'ai pu à blablater pendant des heures à refaire le monde, comme ça, enfin, je veux dire, à Place de la République, par exemple. Parce que là, en fait, on va faire, en réalité, à la nuit debout, à des gens qui ne sont pas sûrs d'eux. C'est pour ça qu'ils éprouvent ce besoin inlassable de blablater pendant des nuits entières. Ils sont jeunes, hein, ils ont des excuses. Mais bon, voilà. Donc, moi, c'est vrai que là, aujourd'hui, bon, enfin, puis ça fait 2-3 ans quand même, je me dis, bon, ben voilà, quoi. Ce qu'il faut, c'est définir une méthode commune, hein, qui soit transmissible, hein, donc une méthode scientifique, hein, et pour prendre le pouvoir, quoi. C'est de modéliser les choses, hein, de façon un peu mathématique. Donc, un article que j'ai intitulé « Pour un nationalisme permaculturel ». Donc là, j'essaye de faire une sorte d'expérience, un peu de pensée. Je mélange permaculture et souveraineté politique. Bon, ça marche. Hein. Une quatrième partie, alors là c'est plus des choses d'actualité. Donc le pinkwashing ou le sionisme rose. Le pinkwashing, en fait, c'est une technique d'influence sociale qui a été lancée par donc 2 think tanks, donc un américain et un israélien, et qui repose sur le fait de culpabiliser les hétérosexuels. Voilà. Et donc, en fait, par exemple, de justifier l'agression militaire d'un pays au prétexte que, par exemple, les homosexuels seraient persécutés. Donc voilà, on va bombarder l'Iran, on va bombarder la Russie, on va bombarder la Chine, parce que les homosexuels seraient persécutés dans ces pays-là. Bon, déjà ça reste à démontrer, et puis de toute façon, même si c'était vrai, voilà, je veux dire, ça ne justifie pas une guerre mondiale à coup d'ogive nucléaire. Sauf l'Arabie Saoudite. Ah, voilà. Oui, voilà. Ensuite, donc, alors j'ai un article aussi. Alors j'ai fait en faisant quelques recherches sur les conditions de vote du mariage homo, je me suis rendu compte qu'en fait le vote avait été truqué. Et les preuves existent, hein. Enfin, je veux dire, c'est reconnu par le président de séance. En fait, le vote a été truqué pendant. Le vote s'est déroulé sur 3 séances, si je me souviens bien, et sur 2 au moins, ça a été truqué. Et ça a été reconnu par les présidents de séance en séance. Et en fait, sur donc le site de l'Assemblée nationale, c'est écrit. Le président de séance dit oui, j'ai bien vu que certaines personnes appuyaient sur 3 boutons en même temps, etc. etc. Et c'est passé comme une lettre à la poste. En fait, bon, aujourd'hui, avec Internet, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout. On a tout. Voilà. Le problème, c'est le volume sonore. Là, on a les preuves, et je les rapporte en fait. Hein. J'ai mis une copie d'écran dans le bouquin. Je rapporte aussi, donc j'ai reproduit les échanges verbaux. Mais bon, voilà quoi. Aussi, en réalité, en fait, le mariage homo n'est toujours pas voté en France. Un vote truqué, ça annule le résultat, par définition. Donc en réalité, il y a des gens qui croient être mariés qui ne le sont pas. Mais comme tout le monde croit qu'ils sont mariés, et eux aussi d'ailleurs, c'est comme s'ils étaient mariés. Voilà. Non mais c'est fascinant, hein. Ça aussi ça pose plein de questions, hein, sur le fonctionnement de l'esprit humain, quoi. Croire quelque chose, finalement ça le fait exister dès lors qu'il n'y a pas de contestation. Mais les preuves existent, hein, je les ai rassemblées dans cet article, que ça n'a pas été voté en réalité. Enfin on est en roue libre, hein, là, je veux dire. Ensuite donc un article sur l'affaire Clément Méric, hein, où bon, je montre bien que c'est en fait le type a été mis en avant pour être assassiné, quoi. Enfin pour se suicider pratiquement, quoi. Ensuite, un article sur le Caire. Donc, alors là, je reprends. Alors, dans l'éventail des théories féministes, bon, il y en a une, à mon avis, qui vaut la peine. C'est la théorie du Caire.
En anglais, c'est le take care, hein, c'est le prendre soin. Donc comme je l'ai récupéré, je l'utilise en fait, je le fais fonctionner en politique. Et donc j'ai fait un article là-dessus, donc j'ai intitulé Le Caire, prendre soin de son environnement immédiat. Donc ça rejoint un peu toutes les problématiques localistes, proximologie, etc. Donc prendre soin de son environnement immédiat, théorie du soin contre théorie du genre. Évidemment, hein, puisque la théorie du genre, c'est très exactement le contraire, ça consiste à ne surtout pas prendre soin de soi-même ou de son environnement immédiat. Ensuite, alors j'ai fait un article de présentation d'un livre de Gérald Pichon, qui est le représentant des identitaires, porte-parole de la section lyonnaise, la Traboule. Et donc il a fait un bouquin, il m'avait invité pour faire une conférence. Et puis voilà quoi, son livre est bien, hein, parce que c'est intitulé Salle Blanc, chronique d'une haine qui n'existe pas. Et donc voilà quoi, il s'insurge contre la sous-représentation du racisme anti-blanc dans les médias. Mais il le fait de façon intelligente. Il dit bien, voilà quoi, il y a effectivement en fait tout un travail pour culpabiliser les blancs d'être blancs il faut voilà quoi, on peut pas, il faut bien faire quelque chose. Mais il tombe pas dans certains travers, hein, de certains identitaires un peu, je dirais un peu simplistes qui veulent tout de suite passer à la baston de rue et ce genre de bêtises. Ensuite, un petit article sur la notion de base autonome durable, hein, qui est c'est un tout petit article en fait, hein, c'était juste une réponse en fait à quelqu'un. Et puis un article inédit que j'avais sous le coude, qui est en fait de l'analyse littéraire en fait, qui n'a pas de contenu politique, particulièrement évident, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera envie de le lire. Et puis je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a des questions. Est-ce que la théorie de l'effondrement des sociétés complexes peut s'appliquer à la Révolution française? Alors moi je parle d'effondrement contrôlé. Alors effectivement, une révolution c'est une sorte... Elle n'est pas toute seule, la Révolution française. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est en ce sens, mais en fait, il n'y a pas vraiment eu d'effondrement. Non, justement. Il y a eu transformation. Mais c'est de l'ingénierie sociale, hein, complètement. Oui, ça s'applique pas. Ah si, complètement. La Révolution française, ça s'applique. Ah bah, totalement. Enfin, non, parce que c'est pas l'effondrement, comme non, mais voilà, non, c'est une transformation. C'est... au forceps, quoi, vraiment contre la volonté populaire même. Donc c'est vraiment... et là, oui, on est dans vraiment l'ingénierie sociale, et c'était relativement furtif, effectivement, aussi. Puisque, alors je pense qu'il y avait quand même des gens honnêtes parmi les révolutionnaires, qui croyaient en fait à ce qu'ils disaient. Un Robespierre par exemple, hein. On sait qu'il y avait il y avait des gens plus hauts que lui, puisque lui-même a été raccourci. Voilà, donc mais... Mirabeau voulait la mort de Louis XVI. Pardon ? Mirabeau ne voulait pas la mort de Louis XVI. Oui, voilà, non, mais bon, je veux dire, c'est nuancé forcément, c'est complexe, il y avait des dizaines, des centaines, des milliers de gens impliqués, mais de toute évidence, oui, ça s'est élaboré. De toute façon, la Révolution américaine aussi, c'est pour ça que je parlais de la fin du XVIIIe siècle. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est entre 1750 et 1800 que ce projet de transformation volontariste des choses a vraiment émergé comme projet politique structuré et faisant lien social. Hein, c'est toutes les sociétés maçonniques, semi-maçonniques, etc., qui ont été les porteuses de ce projet de transformation accélérée, artefactuelle, artificielle des sociétés humaines. Et j'ai vraiment l'impression que en fait, l'ingénierie sociale telle que c'est apparu au XXe siècle, c'est ni plus ni moins que dans la continuité, hein, en fait, de tout l'ésotérisme un peu alchimique, etc., qui a servi de substrat à la franc-maçonnerie, puis donc aux révolutionnaires. Est-ce qu'on pourrait dire que ça a commencé avec la glorieuse révolution d'Angleterre ?
Aussi, je connais très mal la Révolution d'Angleterre. Je sais de sources sûres, mais en fait c'est officiel, que la Révolution américaine et la française sont des œuvres maçonniques. Oui. Ça, c'est Oui. certain à 100%. L'anglaise, je sais pas. Je n'ai pas étudié. maçonnique, mais c'est là que ça va commencer. Il y a Oui, l'esprit des Lumières aussi qui a commencé à tout changer. Bien sûr, oui. Oui, oui. Après, tout ça avec toutes les nuances qu'on peut apporter, effectivement. Hein. Je veux dire, en outre, bon, je vais peut-être, enfin, comment dire ça, j'arrive à trouver, à titre personnel, des choses, enfin, des bons principes aussi dans l'idéal des Lumières. J'espère que je choque personne, quoi. Mais je veux dire, bon, il n'y a pas non plus que, enfin, je dirais du caca, enfin, je veux dire que des choses strictement répulsives ou là-dedans. Enfin, je veux dire. Rien n'est totalement bon ou mauvais. Non, mais C'est quand même l'esprit des Lumières contre la Lumière. C'est pas dire qu'il y a truc, enfin, après, bon, après il y a aussi les situations individuelles. Je ne suis pas croyant, donc en fait, je suis peut-être plus perméable. Enfin, ce qu'on appelle l'esprit des Lumières, j'en sais rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la notion de république, par exemple, elle date pas des Lumières. C'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, qui remonte aux Grecs. Bon, et bah, la notion de république, enfin, bon, voilà, enfin, je veux dire, en soi, c'est pas mauvais en soi, quoi. Voilà, non, mais oui, la notion de république en soi, à l'origine, n'est pas opposée à la royauté. Oui, non, en plus, non, mais on peut. qu'on la voit actuellement. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, puis de toute façon, en réalité, bon, enfin, fondamentalement, j'ai une fibre aussi monarchiste. Hein, où à un moment, je veux dire, c'est quoi la France? Ben, c'est voilà, c'est le roi et l'Église, hein, qu'on soit croyant ou pas. Je veux dire, c'est pas une question de croyance là, c'est des faits, historiquement. Voilà. Donc à partir de là, bon, forcément, ça oblige à une relecture, une réévaluation de l'Ancien Régime. Et en fait, les mécanismes positifs de la République étaient déjà présents en réalité. Enfin, il y avait des parlements locaux, il y avait aussi du système électoral sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire en fait une possibilité pour le peuple aussi de se prendre en charge. Parce que moi c'est ça qui me plaît aussi dans l'élection, enfin dans le fait d'élire ou de passer par un parlement démocratique, c'est qu'on devient responsable aussi et on a du fait qu'on est, je sais mieux que les autres ce qui est bon pour moi. À partir de là, bon, je veux dire, je suis peut-être plus à même, comment dire ça, de prendre en charge ma vie au quotidien par des formes de démocratie locale et donc de délégation de pouvoir par rapport à une autorité centrale. Mais bon, enfin tout ça, c'est voilà. Les gens votaient aux élections aux États généraux. Non, mais c'est ce que je dis. Et il y avait des régions qui étaient régies par des démocraties locales identiques à celles en Suisse. Entièrement d'accord, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça, c'est quand on fait une relecture honnête de l'Ancien Régime, on se rend compte qu'il y avait déjà tout ce qu'il y a de positif dans la démocratie et la République. C'était déjà là en fait. Et donc c'était pas la peine de retirer le roi. En fait, ça marchait, enfin, je veux dire, après il y avait des phénomènes un peu de décadence à la cour de Versailles, ça d'accord, mais bon, ça c'est partout, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... On s'en fout, quoi, c'est secondaire. Mais peut-être que Quigley peut nous aider, Carol Quigley peut nous aider à comprendre ce qui s'est passé à cette époque-là. Il parle dans son ouvrage sur l'oligarchie, anglo-saxonne, tout particulièrement d'un chapitre consacré à The Round Table, au rôle de The Round Table dans la prise de décision et la formation des élites et la formation de l'opinion publique. Oui, oui. Et pour lui, The Round Table, c'est un groupe de personnes très éduquées, très influentes, qui est en poste de pouvoir, mais dans l'administration. Oui, oui. Et ces gens-là rédigent des rapports ont pris en charge le Times, ont infiltré le Times, des groupes d'intellectuels ont infiltré le Times, et ils fabriquent l'opinion. Mais ils ne fabriquent pas l'opinion pour la plèbe, mais leur action est surtout focalisée à destination des élites, parce que ce sont les élites qui regardent les journaux et qui se soucient de ce que disent les médias. Il faut remettre cela en contexte. Cela se passe au début du XXe, donc la période, on va dire, fin 19e, début 20e, 1870-1945. Et à ce moment-là, très peu de médias, la radio et la télévision n'ont pas connu leur plein développement. Oui, donc, mais c'est toujours comme ça. À travers ça qu'il faut peut-être analyser le phénomène de révolution, c'est-à-dire les sociétés savantes
comme courroie de transmission de pensée maçonnique et de pensée révolutionnaire. Peut-être que des pistes sont à creuser de ce côté-là. C'est à plusieurs étages en fait. Oui. Hein. C'est le two-step flow of communication. Enfin, c'est l'école de Chicago en communication qui a analysé ça. Ce qu'il faut, c'est toucher les leaders d'opinion. En fait, le peuple, on s'en fout, quoi. Ce qu'il faut, c'est avoir les leaders d'opinion. Donc, c'est pour ça que, par exemple, aussi aujourd'hui, la presse, par exemple, ne se vend plus. Mais ça n'a aucune importance parce que, malgré tout, elle est encore lue par les parlementaires. Et c'est tout ce qui compte. Parce que quand il va falloir faire voter une loi complètement délirante, eh bien, de toute façon, on va fabriquer le consentement des parlementaires au vote de cette loi par le biais donc, du Monde, de Libé, du Nouvel Obs, etc., etc. Et ça n'a aucune importance que la plèbe ne lise pas ces journaux. C'est pas fait pour nous, en réalité. C'est fait pour fabriquer un consensus au niveau des parlementaires et puis au niveau du patronat, etc. Enfin bref, les décideurs. Donc c'est vrai qu'ils peuvent, dans ces conditions-là, enfin, ils n'ont pas besoin de vendre beaucoup, finalement, et c'est même pas utile. Enfin, je veux dire, c'est un agrément, je veux dire, s'ils vendent des millions, mais c'est pas nécessaire. Et ce qu'il faut, c'est toucher les décideurs. S'il vous plaît, quel est le but final? C'est nous. Vous parlez du peuple, c'est de le transformer en consommateur, c'est tout Non, consommateur, on n'en a plus besoin. Non, faut le zigouiller, c'est tout. Là, on est en cours de génocide. Hein. J'ai pas compris. On est en cours de génocide. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est en train de nous tuer. C'est un génocide de masse. Oui, mais ça veut dire qu'on va nous pousser à nous tuer, nous suicider. Alors, on nous stérilise déjà. On fait plus d'enfants. Les blancs font plus d'enfants. Ouais. Bon, mais après, bon, c'est les autres races qui feront plus d'enfants non plus. Hein. Je veux dire, on y va. Enfin, je dirais, on joue en fait les races les unes contre les autres. Ensuite, une fois qu'il y en a une qui sera totalement exterminée, on passera à celle d'après. Hein, c'est-à-dire qu'on tue le tueur. Hein, et puis en faisant naître des conflits triangulés au sein des groupes sociaux. Donc en fait, bon, déjà, là, on est en cours de génocide en Europe. Bon, premièrement, donc, par la faible natalité. Et puis, bon, en plus, si Soros, George Soros, met ses menaces à exécution, il va nous balancer 40 millions de clandestins. Voilà, et qui nous attaqueront dans la rue, voilà. Et puis là, alors là, blanc, noir, arabe, tout compris, quoi. Je veux dire, il n'y aura plus du tout de distinction. Là, ce sera du génocide, je dirais, indifférencié. Mais c'est vers ça qu'on va. Là, moi, j'ai des informations de Pologne, parce que, bon, j'ai de la famille en Pologne. C'est bien pire qu'ici, le problème des clandestins. Parce qu'en fait, ils sont stockés à Berlin, et puis donc, bon, la frontière polonaise n'est pas très loin, et donc, en fait, ils arrivent en Poméranie, et là, bon, comment dire ça, enfin, je veux dire, ils attaquent les filles, ils font caca dans les supermarchés. Enfin, c'est une catastrophe. Enfin, Alors bon, faut espérer que effectivement, là, bon, le groupe de Visegrad se retire de l'UE, quoi. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'ils aient l'intention de le faire. Enfin, un groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie. Parce que bon, malgré tout, le problème, c'est que bon. Ils ont des donations aussi, enfin ils reçoivent de l'argent de Bruxelles, et donc ils veulent pas sortir de l'UE parce qu'ils veulent continuer à recevoir le fric de Bruxelles. Mais et donc alors là ils ont décidé de ne plus recevoir de clandestins, mais bon, ça va être un bras de fer avec Bruxelles. De la même façon, ces 4 pays sont opposés au LGBT, c'est aussi une source de bras de fer avec une cause de bras de fer avec Bruxelles. Combien de temps, c'est une tension perpétuelle, quoi. Combien de temps ça va durer? Bon, là, Soros vient de lancer un site en polonais et en anglais pour faciliter l'immigration clandestine en Pologne, avec toutes les informations, voilà, allez à tel endroit, faites ceci, faites cela. Et donc, c'est une course de vitesse. Mais là, très clairement, il y a un programme d'extermination définitive des Européens, mais qui n'est pas la totalité du programme. Le but, c'est d'en finir avec l'espèce humaine. Mais on commence par les Européens, parce qu'on n'est plus... J'ai l'impression que le travail a été commencé en 1945, avec tout ce qui est culpabilisation identitaire. Voilà. Donc là, bon, en fait, on est touché avant les autres. Mais c'est les Européens tant qu'Européens, ou c'est le christianisme qui est visé? Parce que moi, on m'a dit que la première partie, c'est faire venir les musulmans pour tuer les chrétiens,
et il y a déjà en stock des Chinois pour tuer les musulmans. Oui, mais... Ah oui, c'est vrai qu'on a entendu ça. En stock, c'est... Non mais c'est ça. Mais l'expression c'est ça. C'est-à-dire que les clandestins sont littéralement stockés. En fait, les réfugiés là, de guerre sont littéralement stockés en Turquie et en Jordanie. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait des années que, bon, à cause de la guerre en Irak et en Syrie, il y a des camps de réfugiés en Jordanie et en Turquie, et qui l'an dernier, ont été vidés et envoyés en Europe. C'est-à-dire que c'est parfaitement contrôlé tout ça, c'est totalement centralisé. L'administration turque et jordanienne sont parfaitement au courant. Là-dessus, bon, il y a les réseaux israéliens qui pilotent tout ça, et l'OTAN aussi, qui a sa part de responsabilité. Alors les Chinois, je ne sais pas dans quelle mesure ils seront envoyés ici, parce qu'en réalité, ils n'en ont pas vraiment besoin. Enfin, les triades... asiatiques qui organisent en fait l'immigration chinoise, parce que quand les Chinois arrivent en France, ils ont toujours un job à la clé, ils n'arrivent jamais les mains dans les poches. Et c'est en fait les mafias asiatiques jouent le rôle de Pôle emploi, en fait, celles qui organisent oui, voilà. Donc en fait, je pense que bon, les Chinois sont des gens très organisés, qui n'ont pas l'intention d'envoyer comme ça leurs citoyens, comment dire, sur les routes. Donc là, les Chinois, je n'y crois pas trop. Mais je pense que, en fait, déjà, premièrement, ce qui va se passer, c'est que on imagine que, en fait, effectivement, l'Europe chrétienne est totalement éradiquée, entièrement remplacée par des musulmans. Ensuite, bon, il y aura des conflits triangulés entre musulmans, pour qu'ils s'entretuent. Et faire Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, là, je parle, en fait, parce qu'il y a des musulmans qui se frottent les mains, qui se disent, chouette, on va avoir l'Europe. Bon, mais là, ce qu'il faut, c'est leur faire comprendre, hein, les cocos, là, de toute façon, on ne vous laissera pas jouir de ce nouveau territoire tranquillement. C'est pas comme ça que c'est pas ce qui est prévu. Non, mais le but, c'est simple, c'est très clairement, c'est d'exterminer l'espèce humaine. Voilà, tout simplement. Mais enfin... Qui est derrière ce on? Ah bah je sais pas, c'est les fondations Rockefeller, Rothschild, etc. C'est en fait, en gros, Bill Gates et tout. Enfin, c'était en fait les super milliardaires qui pilotent le transhumanisme. Google, groupe de Bilderberg, tous ces trucs-là. Et eux-mêmes étant humains, où est-ce qu'ils se placent? Est-ce qu'ils le sont? Est-ce qu'ils le sont encore? Allez, on leur accorde qu'ils sont nés humains. Mais bon... Moralement, j'entends, je pense pas du surnaturel, mais moralement, bon, je pense qu'ils ont fait le deuil, je dirais, de l'empathie que nous devons entre frères humains, quoi. Et ils estiment. Oui, enfin, en fait, ce sont des sociopathes, c'est-à-dire ce sont des gens qui considèrent que, en même temps, ils sont dans des environnements ultra concurrentiels. Et c'est un dressage à l'égoïsme. Forcément, quand vous êtes dans la finance ou dans ce genre d'environnement socio-professionnel. Pour pouvoir avancer. Non mais voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est une fabrique du sociopathe, mais qui manifestement, bon, il y a quand même des spécificités occidentales. Hein, parce que les élites eurasiatiques fonctionnent pas comme ça. Ils ont encore un principe de réalité. Parce que là, ce qu'on a en Amérique du Nord ou en Europe, c'est des malades mentaux, mais complets. C'est-à-dire qu'ils se tirent des balles dans le pied. Enfin, il faut savoir, par exemple, qu'il y a un groupe de travail LGBT à l'OTAN. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train au-delà de la féminisation des armées, hein, les Occidentaux sont en train de transsexualiser les armées. Oui, S'ils s'imaginent qu'ils vont conquérir la Russie avec un talon aiguille, avec des Conchita Wurst, enfin, je veux dire, non mais, c'est là où on se dit, mais ils ont vraiment perdu totalement la boule. Ils sont complètement... En fait, ils sont en train de s'autodétruire. Cette oligarchie de sociopathes est en train de s'autodétruire. C'est ce qui la différencie des oligarchies russes, chinoises, iraniennes, etc. Enfin, qui sont encore dans une réelle politique. Ils n'essaient pas de transsexualiser leurs armées, quoi. Non mais, j'invente rien, je vous donne les références, hein, si vous voulez. Et il y a même, c'est un think tank néerlandais qui reproduisait ça. Il y a un index LGBT des forces militaires internationales qui a été établi par ce think tank et ce groupe de travail, où il classe, donc les LGBT de l'OTAN là, classent les pays en fonction, donc non pas de leur arsenal nucléaire, mais de leur degré d'intégration des transsexuels dans l'armée.
Voilà, c'est-à-dire en gros 1%, 2%, 3%, voilà. Donc les États-Unis, les Israéliens sont très hauts, etc. Ils ont beaucoup de transsexuels dans leurs armées, apparemment. Donc voilà, on n'est plus du tout. Enfin, ils sont en train de se flinguer, quoi, tout simplement, parce que je veux dire, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, on peut pas faire la guerre comme ça, quoi. Je veux dire, parce que si au moins, enfin, je dirais, si au moins ils mettaient toutes les chances de leur côté. En fait, en entraînant des gros baraquets musclés, etc. Mais là, il y a une photo mais hallucinante sur ce site-là néerlandais où on voit en fait 4 ou 5 hommes déguisés en femmes, des militaires, mais en uniforme, mais avec des jupes, et puis des petits chignons, etc. Voilà. Mais c'est des hommes déguisés en femmes, avec les mâchoires carrées, tout ça. On se dit, mais c'est un gag, c'est pas possible, c'est pas sérieux. On cherche, on se dit, mais c'est le 1er avril ou quoi? Non. Eh ben non, c'est vrai, c'est du sérieux. C'est-à-dire que la transsexualisation, c'est pas que pour nous, c'est aussi pour eux. Et ça touche pas, c'est pas uniquement le spectacle, Conchita Wurst, les chanteurs, etc. Non, c'est au cœur même du système. Comme quoi, en fait, ils poursuivent une véritable idéologie. Ils poursuivent quoi? Ils poursuivent une véritable idéologie. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un projet de transsexualisation du monde. Et au-delà, donc, antispéciste, c'est-à-dire en fait d'hybridation de l'humain et de l'animal, et encore au-delà du vivant et du non-vivant. C'est-à-dire c'est la cabale, quoi. C'est-à-dire on détruit tout, c'est la soupe primitive, et puis on reconstruit tout. C'est des démiurges. C'est ça. Ils se prennent vraiment pour... C'est ça. C'est l'idéologie du dernier homme, en quelque sorte. Après eux, il n'y a plus d'hommes, il y a plus rien. chose autre. Oui, voilà. Enfin, c'est le grand tout indifférencié, après. C'est le blob. Vous savez, le truc là. Ah mais oui, mais c'est ça. En fait, alors moi je me dis, bon, le problème c'est que malgré tout, ils ont encore beaucoup d'argent et ils ont des ogives nucléaires. Voilà, donc bon, enfin, je veux dire, c'est ça qui est inquiétant. Donc c'est la peur. Ils jouent sur la peur. Parce que quoi, l'argent, il pue des ogives et après. Oui, non, mais là, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ça me ferait rire s'ils n'étaient pas dangereux. Voilà, ça me dérange pas que des gens, que des hommes se déguisent en femmes, je m'en fous complètement. Le problème, c'est que c'est la première, deuxième, troisième armée du monde qui fait ça, avec un stock d'ogives nucléaires. Et que là, même en étant transsexuels, je veux dire, ils ont encore les moyens neuronaux, cognitifs, d'appuyer sur le bouton. C'est ça qui m'inquiète. Ils sont capables de... Je ne voudrais pas chercher dans l'histoire des organisations internationales, c'est-à-dire la SDN, l'ONU... Il y a quand même pas mal de recherches à cette époque-là pour... Est-ce que c'est pas là l'origine de cette recherche? Je pense que c'est plus... Vous parlez de Popper, l'autre on va parler de Popper, on va beaucoup aux origines de l'ONU, on en parle beaucoup à ce moment-là, mais le neveu de Freud aussi, comment il s'appelle. Et puis alors avant, je ne sais pas ce que ça donne au niveau de la SDN. La SDN existait quand même. Il y avait je ne sais combien de gens qui réfléchissaient à ça. Je pense que il y avait des groupes, il y avait tout ça. Je pense qu'il y avait certainement quelque chose. Et on voit bien que de toute façon, pour les histoires de migrants, c'est quand même l'ONU qui contrôle un peu tout ça. Alors c'est... apparemment, c'est quand même beaucoup plus l'OTAN et les réseaux Soros qui sont vraiment les chevilles ouvrières. Parce qu'ils ont la force militaire. Mais ils s'appuient quand même beaucoup sur l'idéologie de l'ONU. De ce que je sais de l'ONU, c'est... Par exemple, le comité, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est vieux, réfugiés. Et c'était existé. Et c'est une succession de la SDN. Ouais. Non mais il y a de l'idéologie mondialiste à l'ONU, mais de ce que je sais de l'ONU, je sais parce que ma mère y a travaillé, c'est un bordel. Ça part dans tous les sens. Je l'ai quitté. Voilà. En fait, il n'y a pas d'homogénéité idéologique. Alors, il y a un gros lobby mondialiste à l'ONU, ça c'est certain, et qui a une force d'entraînement, mais c'est beaucoup trop, éclaté, en fait, pour... c'est pour ça qu'ils se reposent beaucoup sur l'OTAN mais à l'origine, c'est pas eux, c'est pas l'OTAN. Non, mais l'OTAN est beaucoup plus centralisé. Enfin, en réalité, bon, l'OTAN c'est le Pentagone, en fait. C'est plus militaire, c'est plus...
Oui, puis ça part pas dans tous les sens, c'est beaucoup plus canalisé. Mais il y a des origines antérieures. Oui, les fortunes privées, et notamment, à mon avis. J'avais une question relative à l'exposé lui-même. La première, c'était peut-être quant à sa forme. Bon, sur la finalité, je suis assez sceptique, parce que je ne crois pas du tout à l'explication par la sociopathie, ni le projet d'extermination généralisée. Et ça rejoint des points peut-être de description de la situation qui manquait peut-être un peu à l'exposé. Le point de départ, me semble-t-il, une grande question, ça c'est une vraie question qui est dans votre livre, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qu'il y a d'intemporel dans cette affaire. Parce qu'on pourra multiplier les exemples, j'en citerai 2 ou 3, de personnages célèbres qui effectivement ont exactement identifié les stratagèmes que vous mettez. Deuxièmement, c'est quel est le mécanisme. Je pense que ça, vous n'avez pas assez insisté et c'est très important. Il faut d'abord une crise mineure ou majeure, mais réelle. Il faut vraiment qu'il y ait un problème un litige sur une frontière, un problème de mauvaise récolte comme au moment de 1785 et 1788. Donc l'exacerbation, l'accumulation des crises fait que déjà il y a un terrain. Après il y a des acteurs, donc ça c'est vrai que c'est quand même bien aussi de les nommer à un moment ou à un autre, parce que ça ne se fait pas tout seul, il ne suffit pas qu'on fasse une mauvaise récolte pour qu'il y ait une révolution à la suite. Il faut qu'il y ait des gens qui poussent à la roue. Et en général, ils ne poussent pas tout seuls, il y a des gens qui les financent derrière ou qui les appuient, qui leur donnent un soutien logistique. Alors c'est vrai qu'en 68, on a dit que Cohn-Bendit pouvait se promener à travers les frontières tout simplement. Au départ, c'est simplement une histoire pour les garçons d'aller voir visiter les dortoirs des filles, etc. Pour la Révolution de 1789, il est clair que, ça des grands historiens, Augustin Cochin ou d'autres l'ont montré, il y a bien sûr des acteurs locaux, les clubs des Cordeliers, des Jacobins, etc. Donc ça rejoint la question après de la SDN, etc. Mais il y a aussi des acteurs étrangers. Là, peut-être que ça manque à votre exposé, les aspects géopolitiques. Il est évident que Mirabeau, par exemple, était financé par la reine d'Angleterre, par l'Angleterre. On sait que Danton a reçu de l'argent. On ne sait pas très bien de qui, mais il l'avoue à plusieurs reprises dans sa correspondance. Donc la corruption est un des éléments clés pour comprendre. Et puis après ça, il y a effectivement, ça vous l'avez cité, mais je pense qu'il faut insister là-dessus, il y a des idiots utiles. C'est-à-dire des gens qui sont pris dans le mécanisme et qui se disent à leur tour, si je veux survivre, il faut que je choisisse un camp, ou bien je vais avoir une place un peu plus forte si j'accepte d'être le bras droit de Danton, de Robespierre, et donc au moins je vais nourrir ma famille. Donc ces gens-là ne sont pas forcément moralement coupables, ils sont dans une logique de survie, mais ils posent des actes qui les conduisent effectivement de fil en aiguille. Alors on dit d'abord, on va ramener Louis XVI aux Tuileries, puis après on va amoindrir sa garde, et puis après on va tuer les gardes suisses, et puis après finalement lui il n'a plus d'autre solution que de survivre aussi parce qu'il est dans le jeu de survie, mais il se fait prendre et du coup on dit c'est un traître à la nation donc on le tue. Donc ça, il faut vraiment insister à chaque fois parce que l'exemple pourrait se retrouver dans beaucoup d'autres exemples historiques. J'en citerai encore un ou deux. Donc sur ce qui est nouveau et sur ce qui n'est pas nouveau, là j'ai une question parce que je ne crois pas à l'explication par sociopathie. Je pense au contraire que beaucoup de gens qui sont des acteurs de ces mécanismes sont très intelligents et pensent tirer leur échelle personnelle. Et le sociopathe est supérieurement intelligent. Pas tous. Pas tous. Il y a comme des sociopathes butés et en général le problème du sociopathe c'est qu'il a un vrai problème avec le réel. Alors que ces gens... C'est justement là où la question du contrôle ont une certaine idée de ce qu'ils veulent faire. Leur but n'est pas juste de se tirer une balle dans le pied ou d'exterminer la moitié ou la totalité de l'humanité, même si il est clair, par exemple, sur des enjeux démographiques, on ne posera plus du tout les problèmes dans les mêmes termes, simplement, gentiment, autour d'un verre, quand on sera 15 milliards et que des gens nous diront, ben, écoutez, si vous voulez manger pour survivre, il faut, pour le bonheur de l'humanité, tuer 1 milliard de personnes. Vous voyez, il faudra toujours qu'il y ait comme cette excuse. Alors, pour reprendre des exemples très concrets, est-ce que c'est pas déjà dans Le Prince de Machiavel, ce que vous dites? Est-ce que c'est pas chez Hobbes? Non, mais c'est déjà chez Sun Tzu, donc avant. il y a 2500 ans, c'est chez Platon. Donc fondamentalement. Bon, Platon, il faudra me citer parce que je ne le voyais pas trop comme ça. En tout cas, par exemple, un exemple très concret, c'est Voltaire. Voltaire, en même temps qu'il plaide donc pour la tolérance, Calas, etc., est un des principaux acteurs de la traite négrière, et plus intéressant, je l'ai vu récemment, par exemple, il est reçu en 1778, ici même, triomphalement, comme un sauveur du peuple, un ami de la liberté d'expression, de la liberté individuelle, et il écrit parallèlement à Frédéric II et à Catherine II, dont il devient un très grand intime, qui les félicite d'avoir rayé la Pologne de la carte parce que enfin ils ont établi une forme de despotisme éclairé qui apporte le bonheur, ce qui fait qu'il y a 50 ou 30 millions de Polonais à l'époque qui vivent dans des conditions pendant un siècle effrayantes.
Il y en a un autre dans le même exemple, je crois que ça s'appelle Gumpel, mais enfin, il profite de la folie de Christian VI, qui est le roi de l'époque du Danemark, qui est schizophrène, lui. Et donc, au nom de la réforme, il se fait bien voir de ce roi, il se fait prendre en affection. Évidemment, il séduit du même coup la reine. Il va si loin que du coup, il se retrouve dans son lit. Il devient à la fois le maître du royaume et l'amant de la reine. Et il a une fureur législative, c'est-à-dire qu'il inscrit en 3 ans, je crois, plus de 1300 décrets législatifs qui transforment de fond en comble le Danemark. Sur la logique exacte, d'ailleurs, que vous mettez en avant, que vous pointez du doigt, c'est-à-dire de faire le bonheur de l'humanité contre son gré, effectivement, de supprimer tout ce qui fait obstacle à son épanouissement. Donc c'est suppression de toutes les lois réglementant l'échange et les corporations, les frontières. Il y a une sorte de folie ou d'exacerbation législative qui d'ailleurs va le conduire à sa perte lui aussi, parce que du coup les gens autour de la cour vont dire attendez, il a complètement subverti la reine, le pouvoir, et ce type qui est un bourgeois ou qui n'a aucune lettre de noblesse est en train de conduire le royaume à sa chute. Et là il y a une réaction. Donc ça est aussi le troisième point qui me semble-t-il important de mettre en avant, c'est quels sont les poids et les contrepoids dans cette affaire, quelles sont les actions, réactions. Qui peut s'opposer à ça? Est-ce qu'on est en face de quelque chose, on est un simple spectateur? Ou est-ce qu'il y a des acteurs humains ou parfois divins? Je ne sais pas. C'est la question aussi qui est soulevée par, comment s'appelle-t-il, Joseph de Maistre. Il dit, ces hommes, il parle des révolutionnaires donc, ont été irrésistibles tant qu'ils ont été à la tête du mouvement et que ce mouvement les portait. En fait, ils n'étaient presque même que des valets de cette cause qui les dépassait, qui était la révolution. Et à partir du moment où ils ont voulu se mettre en travers d'elle, ils ont été balayés d'un seul coup. Donc Robespierre, typiquement, Danton exécuté et trahi par les siens, ou même après Napoléon qui prétend l'incarner. Vous voyez, il y a quand même des forces qui font que, je ne dis pas qu'à la fin tout finit en chanson, à la fin c'est le conte de fées, ils se marient et ils eurent beaucoup d'enfants, mais il y a quand même la folie entre guillemets expansionniste de Napoléon, elle se heurte à un moment sur la possibilité de résistance des puissances coalisées qui disent stop. Et ça, c'est très important dans l'histoire. Même chose pour le national-socialisme en 1945, même chose peut-être pour l'aventurisme américain aujourd'hui. Est-ce qu'à trop jouer avec le feu, entre guillemets, on ne se brûle pas? L'exposé n'était pas géopolitique à la base, donc mais bon, à la fin, bon, là, enfin, comment dire ça, sur les dernières minutes, je commençais à en parler. Vous ne pouvez pas faire autrement, à un moment ou à un autre, en tout cas, que d'analyser comment se comportent les différentes puissances ou les différents services qui, effectivement, emploient à fond ces techniques. Là, on sait que la base des services secrets, c'est MICE, Money, Intelligence, Compromission, Ego. Donc effectivement, l'usurpation d'identité ou le fait de retourner quelqu'un est une des caractéristiques de tous les services secrets dans l'histoire. Et puis sinon sur votre première question, le fait qu'il y ait un point de départ réel aux insurrections, aux révolutions, certes, mais je souhaite insister sur ensuite le caractère construit et artificiel, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, donc ça c'est un parti pris. Je sais qu'il y a, enfin, en gros, enfin, non, mais même en Ukraine en 2013, il y avait des raisons de se plaindre. Enfin, je veux dire, il y a tout le temps des raisons de se plaindre, en fait. C'est un des pays les plus corrompus d'Europe, et encore aujourd'hui. Voilà, mais aujourd'hui, c'est encore pire, en fait. Oui, alors c'est la phrase de Bourget. Les révolutions commencent toujours à l'instigation de naïfs, se poursuivent sous l'effet d'intrigants et se terminent sous le coup de scélérats. Oui, mais après, il faut voir. Enfin, en fait, après, c'est une question de proportion. Quelles sont les raisons réelles et quelles sont les raisons artificielles et impulsées de l'étranger. Et dans certains cas, en fait, la proportion artificielle dépasse la proportion de bonnes raisons. Enfin, disons que les mauvaises raisons, on pourrait dire, impulsées de l'étranger pour des objectifs de conquête coloniale, ça passe à 60%, et finalement les bonnes raisons, les raisons réelles, passent en dessous passent à 40 ou 30, quoi. Mais je trouve que de toute façon, dans tous les cas, c'est plus intéressant, enfin, au niveau de la stimulation intellectuelle, de parler des raisons artificielles. Enfin, c'est parce que, bon, de toute façon, les médias n'en parlent pas, donc ils veulent toujours laisser croire que c'est le peuple qui, voilà, descend dans la rue de lui-même et qui fait tout. Et bon, là, il faut déjà rétablir la vérité de ce point de vue-là. Et puis en même temps, bon, il y a plus de choses à creuser, quoi, je trouve. Hein. Enfin, c'est plus...
Non, mais c'est pour ça, là, c'est un parti pris hein, que j'assume complètement, quoi. Et sinon, les contre-pouvoirs, oui, bon, là, tout à la fin, là, on commençait à partir dessus, quoi. Oui. Oui, ce que les avocats nous prépareraient au sujet du statut de l'animal, ça revient finalement au Moyen-Âge, où les porcs qui étaient dans le caniveau central des rues, qui était pour eux leur nourriture et qui servait donc des boueurs, quand il y en avait un, parce que ça leur arrivait, qui mordait mais vraiment méchamment le mollet d'un passant, il était dans le procès. Oui, c'est vrai. Il était condamné. Et alors, il avait un procès. Et puis ensuite, il devait être égorgé, parce qu'on avait vu qu'il était le seul coupable et que le passant ne l'était pas, ou qu'il n'avait pas donné un coup de pied pour que le cochon se vende ensuite. Voilà. Et... Oui. Ah bah, après, oui, il y a une... c'est une forme d'animisme aussi, enfin je sais pas quoi, peut-être de néopaganisme. Tout le principe des animaux totems, finalement, mais ça, en fait, encore une fois, là, à mon avis, c'est la manière de vendre le produit. C'est-à-dire qu'on va faire référence à... Oui, c'est une technique... Avec le bien-être animal qui a commencé déjà. Oui, non mais par exemple, moi, si vous allez sur la page Wikipédia de l'antispécisme, donc elle est bien rédigée parce que finalement elle arrive à justifier ça historiquement en disant mais oui mais bon de tout temps il y a eu par exemple des statuts légaux comme vous en parlez là, d'une manière de gérer le rapport à l'animal, c'est pas neuf de mettre à niveau, de mettre je dirais au même plan les personnalités juridiques animales et humains, mais aujourd'hui, c'est pas dans la perspective, simplement, comme je disais, l'antiracisme n'a pas pour but de lutter contre le racisme, il a pour but en fait de promouvoir le racisme, mais orienté dans un sens. Et de la même façon, là, l'antispécisme n'a pas pour but, finalement, d'avoir des relations pacifiées avec les autres espèces. Ça a pour but de nous culpabiliser d'être humains parce que, soi-disant, en fait, on persécute les animaux depuis la nuit des temps. On les mange. Vous comprenez, ils se bouffent entre eux-mêmes, alors c'est pour ça que l'argument ne tient pas 2 secondes. Mais bon, c'est une espèce... En fait, là, on n'est pas dans un rapport un peu animiste, vous voyez, ou un peu d'identification. Autrement, nous aurions la paillette, le feuillet et le bonnet en étant des ruminants. Oui. C'est pas notre cas. Mais bien sûr, ouais. Mais là, je vois le côté, la manière dont l'antispécisme contemporain essaie de légitimer son discours en s'appuyant sur des choses qui ressemblent dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Et en récupérant en quelque sorte un rapport à l'animal qui a existé et qui était beaucoup plus, on pourrait dire égalitaire en quelque sorte, puisque c'est le maître mot aujourd'hui, égalité, il faut tout égaliser. Et dans les sociétés... revenez à l'Égypte avec le culte... Voilà. Mais encore une fois, bon, le but là, ce n'est pas de comment dire ça, de vénérer. Oui, voilà. C'est pas de vénérer certains animaux pour rendre gloire à la nature et en fait à ses formes extraordinaires ou que sais-je. Non, c'est pas ça du tout. Non, le but il est commercial, je dirais, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, il est, en réalité, il est politique, il est génocidaire. Donc en fait, c'est aussi du hameçonnage. C'est une manière de récupérer, de présenter sous un jour favorable, en s'appuyant sur l'histoire, en s'appuyant sur les mythologies du passé, sur les sociétés traditionnelles, en disant, vous voyez, ça a toujours été comme ça en fait. Ça permet de faire passer plus facilement une situation en réalité aberrante. Parce qu'en fait, au lieu d'égaliser, finalement, en réalité, elle infériorise l'humain. Là, on est dans un mécanisme d'infériorisation. On n'est pas dans... De la même manière, le féminisme n'égalise pas les relations hommes-femmes. Ça infériorise les hommes, etc., etc. Et à chaque fois, c'est comme ça. Ça, c'est vicelard, mais intuitivement, tout le monde le sent. On est presque au-delà du mensonge. Comment? On est presque au-delà du mensonge. Il y a encore pire que le mensonge. Et c'est pour ça. Parce que là, on est vraiment dans la transformation de votre intimité.
C'est au-delà du mensonge, effectivement, c'est au-delà de la propagande. Parce que la propagande, le mensonge, c'est réversible, ça reste superficiel. Non, non, non. Là, on va transformer votre intimité identitaire. Hein, et là, donc, avec tout ce qui est théorie du genre, etc., ça concerne donc l'identité sexuelle. Mais là, on va au niveau de l'identité d'espèce. Et puis, ensuite, on ira au niveau de l'identité du règne. Puisqu'il y a le règne animal, végétal, minéral, et après on ira, ça va toujours plus loin, c'est-à-dire qu'on touche, on bidouille, en fait, pour reprendre la métaphore du piratage informatique, on retravaille le code source. Et, votre ADN, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a de l'ingénierie génétique. ADN là-dessus. Hein. Voilà, oui. Actuellement, c'est bien le but, c'est de transformer l'ADN. Hein. Oui, le travail, le projet réel était celui-là, pour pouvoir ensuite refaire des espèces. Et le cadre dans lequel on va évoluer. Un peu d'écho, c'était sur le site de Égalité et Réconciliation, parce que ce site est quand même assez bien médiatisé. Les autres, c'était sur La Gauche m'a tué, Scriptoblog, et puis encore un autre, bon, qui sont assez peu fréquentés. Et le problème, après, c'est plus de mon sort. Je suis au taquet. Voilà, je ressors l'article dans ce bouquin, j'espère que ça va se vendre, donc je suis au maximum de mes possibilités, je ne peux pas faire plus. J'ai eu au téléphone un avocat de la Manif pour tous qui m'a dit « rappelez-moi », j'ai rappelé, il n'a pas décroché, voilà, donc je ne peux pas faire plus. Ah oui, alors je suis aussi passé, alors si je me souviens bien, parce que j'ai un copain qui est juriste et qui est un peu pote avec Frédéric Pichon, donc aussi Manif pour tous et Jour de colère. Je crois qu'il lui a dit, aussi qu'il lui en a parlé, mais bon voilà, le problème c'est que après il y a les effets mimétiques. Il suffit pas qu'une vérité finalement soit vraie, il faut en plus que tout le monde soit d'accord pour dire qu'elle est vraie. Mais vous pensez à un mailing à tous les maires? Non mais j'ai fait le maximum sur Facebook. J'ai envoyé aussi à des députés, etc. etc. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ah oui, j'ai été au maximum pendant un an. Alors, merci. Et en plus, alors, il y a, bon, en revanche, alors, il y aura peut-être quelques députés à cibler plus particulièrement, c'est-à-dire Christian Jacob, qui s'est exprimé là, dans l'Assemblée, puisque c'est essentiellement lui qui en a parlé dans l'hémicycle. Et puis, bon, bah, peut-être oui, il y a Jacques Millard. Poisson, oui, voilà, enfin des gens comme ça, quoi. Et puis bon, les deux du FN aussi, évidemment, mais je veux dire, bon, après, bon, on se fatigue, quoi, aussi. Et puis de toute façon, bon, je vous dis, en fait, à partir du moment où la Manif pour tous, qui est quand même le canal principal de transmission sur ces questions-là, n'a pas donné suite, bon, maintenant je peux comprendre aussi, ils se disent, bon, oh là là, c'est un terrain, enfin, c'est un marais, c'est marécageux, quoi. On ne sait pas où on va. On va pas y aller. On va simplement procéder de façon parfaitement, je dirais, conventionnelle. On va demander l'abrogation de la loi. Voilà, comme ça, ils prennent pas de risque. Parce que c'est vrai que bon, rentrer sur un débat qui pourrait dériver sur des discussions à l'infini où finalement ils auraient tort, bah là, ils perdraient une bataille et qui pourrait être... Alors, je comprends que stratégiquement, ils ne veuillent pas s'engager sur... Voilà, je peux comprendre. D'autant plus... Voilà, maintenant, bon, parce que j'ai pris ma carte à la Manif pour tous en 2013, bon, après, je n'ai pas réadhéré en 2014, mais bon, enfin, j'ai fait toutes les manifs, etc. Enfin, pendant un an, j'étais, même dans l'organisation, tout, enfin, donc j'étais au maximum. Plus, effectivement, sur Facebook, envoyer des messages, envoyer les articles que j'écrivais moi-même, mais je les envoyais sous une autre identité pour que ça fasse pas autopromotion, quoi. C'est un jeu journalistique, hein. Ben voilà, oui. Le refus du spécisme, est-ce que c'est pas une conséquence normale du darwinisme? À force de répéter on vient de telle cellule, les gens ils sont structurés. Ah ben mon grand-père, il y a 2 milliards d'années, c'était un singe, mais mon arrière-grand-père, c'était une cellule. Parce que l'école insiste beaucoup, l'école de la République, c'est le seul message qu'elle donne, c'est Darwin, quoi. Après... Non mais en fait, comment dire, l'antispécisme va faire feu de tout bois. Comme je disais, vous regardez la page Wikipédia sur l'antispécisme, ils vont vous convoquer l'hindouisme, ils vont vous convoquer les sociétés traditionnelles, etc., etc. Et tout est bon dans le cochon, quoi. Donc en fait, bon, Darwin comme n'importe quoi d'autre en réalité. Non mais faut pas être dupe de ça, de ces récupérations. Il faut savoir que en fait, comme c'est un sujet qui est quand même assez, qui brasse large, on peut récupérer beaucoup de choses.
Darwin comme les hindous qui se bâillonnent la bouche pour pas avaler de moustiques quand ils baillent, quoi, en fait. Hein. Je sais qu'il y a une sous-branche de l'hindouisme ou du bouddhisme qui fait ça. Oui, je crois que c'est ça, oui. Quand ils marchent dans la rue, ils mettent un bâillon sur la bouche, voilà, oui. Et donc, et en fait, sur la page Wikipédia de l'antispécisme, ils sont en fait un peu les pères spirituels de l'antispécisme. Enfin, ils sont récupérés, mais enfin voilà, bon, ça je veux dire, enfin les fondations Rockefeller et compagnie, là, qui sont très branchées sur l'écologie, ont des équipes entières pour vous écrire des argumentaires comme ça. Ils bossent là-dessus, ils sont payés, ils gagnent très bien leur vie pour fabriquer des argumentaires. Et ensuite, coller des pages Wikipédia et qui ont l'air rationnelles, mais qui en fait sont délirantes, quoi. Mais enfin, bon, faut savoir que ça n'a pas de... Enfin, de toute façon, moi, c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, maintenant, comment je me repère là-dedans, hein, entre ce qui est naturel, ce qui est artificiel, ce qui est réel, ce qui est simulé. Je vois en fait, est-ce que je me sens coupable? Si je me sens coupable, je me dis, ah, là, il y a peut-être une opération d'ingénierie sociale. Voilà. Ensuite, bon, faut voir, j'ai peut-être aussi des vraies raisons d'être coupable, enfin de me sentir coupable, ou d'être coupable, tout simplement. Mais bon, en général, ça c'est... Si vous commencez à vous sentir coupable à cause d'un argumentaire qui circule, quoi, comme un virus, là, là, vous pouvez... Enfin, c'est une façon de... Enfin, c'est une bonne entrée dans la déconstruction de l'argumentaire. Est-ce que vous avez justement pris le temps, ou est-ce que vous avez un moyen de repérer... les distinctions entre ce que j'appelle les idiots utiles, les zélotes convaincus, et puis les fanatiques hypocrites qui travaillent vraiment pour une cause. Par exemple, sur la question animale, il est évident qu'on ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité, peut-être un René Dumont. Bon, vous avez parlé de Nuit debout, je crois qu'il y a juste un FAIS, enfin des numéro 2 ou numéro 3 d'Europe écologique, il y en a un des acteurs qui est très anti... cruauté animale. Il y a des gens comme Pierre Rabhi ou d'autres qui se battent depuis 30 ans ou 40 ans pour qu'on ait un autre rapport à la Terre, un autre rapport... Les journalistes, Émeric Caron, tout le monde connaît. Bon, peu importe pour les journalistes, bon, mais en tout cas, pour ceux qui sont investis dans ces questions depuis 20, 30, 50 ans, indépendamment, ils sont payés par personne, par opposition à celui qui effectivement va émarger à telle fondation américaine. Est-ce que ou dans le discours, ou dans la confrontation entre les discours et les actes, vous pouvez identifier ce type-là, en fait, c'est un agent qui vise un agent d'influence qui vise tel but politique ou métapolitique, et celui-là, c'est un type convaincu, simplement honnête, ou qui se trompe, mais qui... Faut regarder qui paye qui. Mais vous avez des comptes. Comment est-ce que vous faites pour savoir qui paye qui? Non, mais après, il faut faire une enquête. Mais disons que c'est une... Oui, ça c'est certain, mais là, bon, pour comprendre, et puis en plus ensuite qui paye qui, enfin c'est pas parce que quelqu'un est payé qu'il croit à ce qu'il fait, c'est pas quelqu'un peut être payé et croire à ce qu'il fait, mais pas forcément, il peut être simplement cynique et puis viser, chercher un bon salaire, enfin bon. Donc après en fait j'essaye de ne pas m'engager là-dedans, en fait, parce que j'essaye de me contenter enfin je juge l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire que pour un sujet que je connais, que j'ai un peu étudié là concernant tous les activistes autour de l'Euromaïdan, il y en a qui sont sincères, hein, qui sont sincèrement patriotes, puis il y en a qui sont simplement des agents d'influence, des agents doubles, hein, et Yaroche et compagnie, bon c'est clair. Mais je m'en fous, en fait, je regarde le résultat. Le résultat, en fait, c'est qu'ils saccagent leur pays, et j'en reste là. En fait, parce que pour ne pas tomber dans les procès d'intention ou dans la cogitation stérile ou dans le conspirationnisme, j'en reste aux faits. Et ensuite à l'intérieur, il y a un éventail de possibilités. Mais je veux dire, j'essaye de rester strictement factuel, hein, phénoménologue, je regarde ce qui apparaît, je vois que tel mouvement globalement détruit. Bon, ben voilà, à l'intérieur, qu'il y ait des gens sincères ou pas, c'est plus mon problème. C'est un peu la phrase de Simon de Montfort, tu le tout, c'est dur connaître les siens. Non, c'est juger l'arbre à ses fruits. Oui, mais à l'époque, on considérait les cathares comme un fruit totalement vénéneux avec lequel il n'était même pas nécessaire de discuter quelque part. Il n'y avait pas des bons, des moins bons, des fondamentalement pourris, des naïfs. Après, quel est le résultat de... On n'a pas pris le temps, là, c'était vraiment la guerre, on les a tous... Ouais. Après, il faut voir Enfin, je ne connais pas du tout le sujet des cathares, mais quel est le résultat global des cathares?
voilà, bon, si le résultat global, quantifiable, je dirais, est positif, bon, bah, les choses se discutent. S'il est négatif, bon, bah, à la limite, peu importe qu'il y ait des naïfs ou des corrompus, le résultat, de toute façon, est globalement négatif. Donc, moi, après, le reste, en fait, je dirais que c'est plus de mon ressort. Moi, j'essaye de... Je me contente, en fait, de porter des jugements sur les phénomènes de masse, les phénomènes historiques, quoi, bon... Et non, parce qu'après, en fait, c'est un débat qui est intéressant et légitime, mais c'est d'un niveau de complexité. Après, il faut faire comment dire ça, des interviews. Oui, je sais que c'est difficile. Voilà, c'est un boulot, en fait, c'est des années, quoi. Mais on l'a par exemple pour les Panama Papers. Est-ce que c'est une opération montée de toutes pièces on a un certain nombre d'éléments qui donnent à penser qu'effectivement on voit très bien qui est ciblé? Mais est-ce qu'en même temps, c'est pas de toute façon incontournable compte tenu du fonctionnement du système et de l'hyper-imposition qui existe dans la plupart des pays, donc chacun essaie de se dépatouiller comme il peut pour faire notamment les gens qui sont dans les affaires? Ou est-ce que, comme vous le dites, c'est une opération de l'heure? Pendant qu'on parle de ça, on ne va pas parler d'autre chose beaucoup plus important. C'est toujours... Il y a peut-être les trois. En plus, oui. Enfin, oui, non, mais c'est... Gros caca planétaire. Et vous connaissez la réponse de Pasqua aussi, quand il y a une affaire, la seule manière de sortir de l'affaire, c'est de créer une affaire dans l'affaire. Parce qu'à ce moment-là, les journalistes, c'est l'affaire dans l'affaire dans l'affaire, vous savez plus qui est qui fait quoi. Alors effectivement, là, vous avez un moyen de noyer complètement la responsabilité première. Ça, c'est oui. Là, et là, c'est l'ingénierie sociale. Ça c'est la théorie du chaos appliquée. On crée des turbulences artificiellement pour absorber les turbulences naturelles. L'attention de... Oui, voilà, ouais. Non, mais... oui, bah, j'ai quelques exemplaires si les gens sont... La question la plus importante finalement, vous avez parlé de prendre le pouvoir. Ouais. Comment l'envisagez-vous? Alors, je l'envisage donc déjà... alors, moi, j'aime bien les slogans. Face aux millions de dollars, il faut être des millions de gens. Donc, il faut qu'on soit des millions de gens à penser à peu près la même chose. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais du prosélytisme. Pour en fait diffuser mes virus, je dirais, mes gentils virus, dirait Étienne Chouard. Non mais bon, disons, non mais voilà, enfin il faut en fait s'harmoniser, enfin homogénéiser sur le plan idéologique et méthodologique. Donc alors en fait, bon, d'abord méthodologique et puis dans un deuxième temps idéologique, parce que si on commence à vouloir être tous d'accord, bon, c'est impossible. Donc en fait, il faut déjà se mettre d'accord sur une méthode. Et donc alors déconstruire les méthodes de contrôle social qui nous sont appliquées, etc., afin qu'on soit à peu près vigilant, à peu près en fait élever le niveau de vigilance vis-à-vis du contrôle social qui nous est appliqué. Et puis ensuite, alors moi ma solution et donc pour laquelle je fais du prosélytisme, c'est par élimination, parce que j'ai testé plusieurs solutions, j'en parle un peu dans le bouquin, c'est le bulletin dans l'urne. Voilà. Le reste, j'ai testé pour vous, je suis allé de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, j'ai fait du jardinage en permaculture, j'ai tout fait. Je veux dire, tout ça ne sert à rien si on ne prend pas l'exécutif et le législatif. Voilà. Je veux dire, bon, à un moment j'étais survivaliste, enfin bon, je ne suis pas allé très loin là-dedans non plus, enfin il y en a d'autres qui vont plus loin, mais pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens, j'ai pas les moyens. Donc on voit bien que même le survivalisme est suspendu à la question du compte en banque. En fait, dans un système capitaliste, en fait, vous êtes tenu par votre compte en banque. Bon, à partir de là, bon, ça limite aussi les moyens d'action. Moi, sur mon compte en banque, il n'y a pas grand-chose. Donc, tout ça par élimination. Donc, j'ai testé aussi les manifs qui dégénèrent. En 2005, j'étais dans les manifs anti-CPE. Si j'étais jeune aujourd'hui, je serais peut-être place de la République, j'en sais rien. Quoique le niveau a considérablement baissé, donc je pense que je m'emmerderais beaucoup. Mais bon, enfin, je veux dire, j'ai testé en fait plein de trucs. Je suis allé un peu vers le paramilitaire, un peu, etc. Enfin bon, voilà. Mais en réalité, il y a que concernant tout ce qui est paramilitaire, tout ce qui est manif, bon, j'ai vu pendant les manifs anti-CPE que en fait, c'était totalement sous contrôle, qu'il n'y avait aucune possibilité d'une insurrection populaire, spontanée, qui marche vraiment. C'est pas possible, parce que tout simplement...
il faut une organisation centralisée. Hein, et je reviens sur l'Ukraine, en fait c'est un cas d'école. Je veux dire, il y en a quand même eu 2 en 10 ans, ce qui est beaucoup, hein, entre Révolution Orange et Euromaïdan. Et quand on reconstitue la méthodologie, c'est parfaitement centralisé. C'est les mêmes individus, à peu de choses près. Et tout ça est complètement comment dire, dirigé, et rien n'est laissé au hasard, avec en plus de l'infiltration chez les Berkoutes qui avaient ordre de ne pas taper. Comme à République, là, il y a un CRS qui a dit c'est incroyable, on nous donne pas d'ordre, donc on peut rien faire. Donc on regarde effectivement les gens arracher les dalles, etc. On ne reçoit pas d'ordre. Et ben il y a des témoignages de Berkoutes qui disaient la même chose. On voit même des vidéos où ils sont là comme des cons, ils sont attaqués à coups de cocktail Molotov et ils répondent pas. Donc bon, quand vous êtes à ce niveau d'infiltration de la police. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est reprendre le contrôle de la police. Et ça suppose d'avoir l'exécutif et le législatif. Voilà. Et il n'y a que ça. Hein, donc bon, voilà. Donc après avoir retourné le problème dans tous les sens, j'en suis arrivé finalement à une solution extrêmement conventionnelle. C'est simplement de prendre ma carte dans un parti, distribuer les tracts sur les marchés, et puis faire un peu d'activisme sur Facebook, enfin un peu d'agit-prop sur Facebook quand j'ai le temps, et puis faire du prosélytisme. Voilà. Il se trouve que bon, j'écris, donc ça me donne un canal d'expression supplémentaire. Mais si j'écrivais pas, bon bah je me contenterais de faire de la politique au sens le plus conventionnel du terme. Seulement, si un basculement électoral se produit et que le pouvoir décide d'invalider les élections, comme ça s'est produit dans certains pays, on retombe sur le cas de figure précédent. Alors à ce moment-là, il faudra être des millions à descendre dans la rue. Voilà. Et puis, il faudra aussi commencer à centraliser les opérations, c'est-à-dire en fait entourer l'Élysée, entourer l'Assemblée, etc. quoi. Enfin bon, mais c'est pour ça. Mais tout ça, en fait, moi, tout ce que j'observe là, par exemple sur l'Ukraine, il va falloir pouvoir aussi l'appliquer éventuellement. Hein. C'est en fait faire soi-même, enfin nous-mêmes, éventuellement une révolution colorée au sein, je dirais, de la révolution colorée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire en fait retourner les techniques qui sont appliquées pour faire des coups d'État de l'étranger, pour faire un coup d'État nationaliste. C'est en appliquant les méthodes des coups d'État étrangers. Ça, il faut aussi ça. Alors j'écris un bouquin là-dessus en ce moment, donc bon, il sortira, je pense, en 2017, hein, mais après les élections, parce que bon, j'aurais pas. Enfin, il y a une masse d'informations tellement énorme que voilà. Et puis, comme je le dis, de toute façon, je vais m'investir de manière parfaitement conventionnelle pour les présidentielles et les législatives. Et bon, en fait, en réalité, c'est ce qui est le moins coûteux, hein, finalement. Ça permet, parce que bon, voilà quoi. Je veux dire, il y a aussi du monde quand même. Enfin, je veux dire, on n'est pas seul, quoi. C'est pas. Moi, même à une époque, j'avais essayé de lancer un truc comme Nuit debout, en fait. Mais c'était il y a à peu près aussi une dizaine d'années. Et là, c'était en fait sur le parvis de Beaubourg. Et en fait, je fais ça pendant 6 mois. Et puis bon, bah à la fin, ça prenait pas. Si vous n'avez pas les médias avec vous, peut rien se passer. Hein. On peut savoir pour quel parti vous allez distribuer en privé, je pourrais vous en parler, mais non, mais bon, enfin, forcément, les partis à caractère souverainiste nationaliste, l'un des partis, voilà, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Vous ne craignez pas que ces partis soient noyautés? On verra plus tard. Vous parlez de l'Ukraine dans votre bouquin? Un tout petit peu, mais pas énormément. Ah bah là oui, c'est vous qui gérez le temps, hein, donc bon bah on peut. Donc vous pouvez venir voir le conférencier.